Bonsoir à tous. Un nom à la une ce soir de 20h Foot. Un nom, Zidane, et un prénom, Zinedine. Zidane est champion d'Espagne pour la première fois depuis 2012. Le Real est champion d'Espagne. Bonjour Thibaut Vézirian. On va encore parler de Zidane à 15 jours de la finale de la Ligue des Champions avec Francesca Antoniotti. Bonjour. Bonjour Pascal, ça va? Tout va bien? Super. Avec Raymond Abou qui est là. C'est quoi sur la tête? On est obligé ce soir, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement que mettre ce pull-là ce soir. Bon, et avec le bon Dieu. Et avec Bruno derrière. Vous l'avez arbitré, Zinedine Zidane, Bruno? Oui, quand il jouait à la Juve. C'est pas possible. Et alors, ça s'était passé comme ça? Non, parce que parfois, les arbitres disent... Non, c'était, oui, si mes souvenirs sont bons, c'était un match en Ukraine, à Kiev. C'était Dynamo de Kiev contre la Juve en 98. Bon. Et alors, quand on arbitre Zidane, évidemment, on fait attention quand même. Quand on est français, qu'on arbitre Zidane... Qui on arbitre comme les autres joueurs. Non. Mais si. On a un petit peu... Vous n'avez pas de cœur. Mais si vous prenez le statut des joueurs en considération quand vous arbitrez... Mais vous savez bien que... La Juve, il n'était pas encore Zidane, le vrai Zidane. La Juve. Vous savez bien que... Déjà, c'était quelques mois avant la Coupe du Monde. Ouais. Il avait déjà une dimension. Pourquoi vous parlez pas vrai? Pourquoi vous dites pas oui quand on a Zidane ou quand on a un joueur d'exception, ne l'arbitre pas comme monsieur... Mais il faut pas. Mais c'est humain. Mais parce que nous sommes tous des êtres humains. Peut-être, mais il faut pas. Je vous dis pas qu'il faut pas. Je vous dis que voilà. C'est comme ça, c'est comme un journaliste, il interroge forcément différemment Zidane d'un joueur différent, non? Mais en l'occurrence, si mes souvenirs sont bons, ce match-là, il s'était très bien comporté, il n'y avait aucun incident. Ils avaient d'ailleurs gagné, qualifié pour les demi-finales. Zidane! Immense, Zinedine Zidane en tant que joueur. Les plus jeunes fans de foot, eux, ils auront d'abord l'image d'un grand entraîneur. Après la Ligue des Champions, voilà la Liga offerte par Zizou aux supporters madrilènes. Un titre au terme de sa première saison pleine. Rien que ça, la place des Cibelles était pleine hier soir. La place des Cibelles, qui est la place madrilène. Je sais pas si on voit. Ah bah non, j'ai pas le bon retour, effectivement. C'est Cannes, j'ai Cannes devant moi. C'était un peu vide aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Je le dis à Jean Lazoèche si on peut me mettre le bon retour. Le film sur Zidane a été voilà. à Cannes. Mais c'est le festival de Cannes. Je ne l'ai toujours pas, Jean. Donc voilà, la fête Zizou, c'est fou. Alors ça, c'est des images. Le 33 du 33e titre, avec également seulement 3 défaites en championnat cette saison. Il n'y a pas eu de lâcher de trophée comme il y a quelques années pour Ramos. La une de Marca, ce 33, qui revient encore une fois. Et la une de l'autre quotidien madrilène, AS, qui titre les Madrilènes remportent le titre contre un grand Malaga. C'est la première fois, je le répète, depuis 2012 quand même, le titre de champion d'Espagne. Victoire à Malaga. Zidane le dit, 38 journées difficiles dans le championnat, le plus difficile, avec une victoire finale pour garder 3 points d'avance sur le FC Barcelone. Cristiano Ronaldo est le premier, comme d'habitude, comme souvent, à mettre le Real sur de bons rails. Ouverture du score dès le début de la partie sur cette passe en profondeur, 1-0. Et c'est Karim Benzema qui double la mise à la 55e minute pour mieux porter le Real Madrid vers ce titre, ce 33e trophée, cette 33e Liga. Et donc, cela fait une victoire du Real devant Malaga, 2-0. Le rappeur Booba s'est d'ailleurs fendu encore d'un tweet hier soir, après en disant Campeones, c'est comment Didier Deschamps? Enfin, il est super Booba comme rappeur, mais en agent, j'aimerais pas l'avoir parce que pour le coup, mais vous avez parfaitement raison. Alors, Booba, je le dis, parce que tout le monde ne connaît pas Booba quand même. Beaucoup de gens quand même. Oui, mais tout le monde ne connaît pas Booba. Booba est un rappeur. On n'écoute pas Booba. Voilà, qui est un ami de Karim Benzema et qui a pris parti manifestement dans la polémique qui oppose Benzema à Didier Deschamps. Il a pris parti pour Didier Deschamps. Et dès qu'il... Non, pour Karim Benzema. Pour Karim Benzema. Mais je suis pas sûr que Karim Benzema lui en demande autant. Mais je suis bien d'accord avec vous et au contraire, il le met en difficulté. Question piège. Comment définiriez-vous, Raymond Abou, le style de l'entraîneur Zidane? Moi, le style Zidane, depuis le début, quand il a repris le Real, j'ai toujours dit qu'il y aurait des ingrédients offensifs, bien sûr, ça on le voit, et surtout la malice italienne, le Zidane à l'italienne, sur le milieu de terrain et sur sa manière de défendre et d'aborder les matchs. Moi, j'ai toujours cru qu'il ferait comme il a fait à la Juve. Et c'est intéressant parce qu'on va avoir une finale de Ligue des Champions contre la Juventus. Et je pense que Zidane, il a tout appris là-bas. Et on était beaucoup à se dire, quand il a repris le Real de Madrid, à dire c'est trop tôt, il avait les jeunes, là maintenant on lui donne l'équipe, il va se planter. Et Zidane, il se plante pas. Il a déjà là
la Champions League, et là maintenant il a le championnat. Donc maintenant quoi pour Zidane maintenant? Qu'est-ce qu'il faut qu'il gagne? Il a une mission accomplie et c'est extraordinaire. Mais le style Zidane. Moi, je dirais, au-delà du système de jeu, je dirais fin psychologue. Parce que c'est ce qui est le plus étonnant chez Zinedine Zidane. C'est-à-dire qu'on connaissait, on savait que c'était un génie du football. Ce qu'on savait pas, en tout cas, ce sur quoi on pouvait douter, c'était sa capacité à le transmettre. C'est ça qui est hallucinant chez Zidane. Parce que à l'origine, c'est pas un pédagogue. Enfin, en tout cas, on en doutait tous. Et il nous a tous prouvé le contraire. Et la capacité qu'il a eu à faire tourner son effectif, à garder tout le monde en alerte, ça, c'est très intelligent. Et ça montre que, justement, il est très fin. Et qu'il a, voilà, c'est vraiment un bon psychologue. Et c'est sûr que le fait d'être crédible, le fait d'être Zidane, le fait d'être respecté, c'est-à-dire que la parole qu'il a lorsqu'il parle à un joueur, c'est pas la même chose que lorsque Benitez parlait quelques mois Ces joueurs avant. de talent-là, quand ils ont envie de se mettre au service du coach, il se passe ce qui se passe. Il n'y a pas besoin de voilà, c'est juste que quand Zidane, tu l'écoutes, et puis s'il te dit on joue à tel schéma, tu l'écoutes et t'as envie. Et Ronaldo qui le remercie de l'avoir, j'ai lu Ronaldo qui le remercie d'avoir laissé 4 matchs. Zidane, il a eu l'humilité, quelque chose d'incroyable, d'aller passer des diplômes, d'aller dans toute l'Europe, regarder ce qui se fait ailleurs, pour apprendre en termes de management. Vous avez parfaitement raison. Une forme d'humilité, vous avez parfaitement raison. Sauf que le seul doute que je peux avoir, mais c'est un point positif, c'est finalement, est-ce que c'est pas un entraîneur uniquement de grandes équipes, parce qu'il connaît ça par cœur, et il a vécu ça, et si on lui file la Castilla ou, je sais pas, une plus petite équipe, au hasard, Guingamp, est-ce que ce serait pas plus dur pour un Zidane? Toujours terrible quand c'est une équipe, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. C'est faux, mais comprenez ce que je veux dire. Non, mais je comprends parfaitement. Et c'est est-ce qu'il est capable d'être un meneur d'hommes pour plus petites équipes, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Oui, de toute façon, c'est pas ce qu'on lui demande. En tout cas, peut le moins. Ce qui pouvait frapper aujourd'hui, quand on lisait par exemple l'équipe, il y a peu de chances qu'il aille à Guingamp. C'est le visage de Zinedine Zidane. On a l'impression qu'il est vraiment heureux. Moi, je l'ai quasiment jamais vu sourire autant. Ce matin, on aurait dit un nouveau-né, mais non, il avait le visage tout frais. Les nouveau-nés ont l'air heureux. Il pleure. Vous n'avez pas eu beaucoup d'enfants, hein? Parce que les nouveau-nés. Mais non, mais il avait ce côté. On l'a jamais vu autant sourire. J'ai trouvé. Mais il y a une fée qui est arrivée sur son berceau. Et ça. puis, Il a tout. Il y a des gens qui n'ont rien, lui, il a tout. Voilà, il est beau, il est jeune, il est talentueux, il est sympathique, il est intelligent. La précocité, on n'aurait jamais cru. Je vous regarde, Bruno, avec intérêt. Aucune réaction. Mais non, mais parce que vous allez peut-être parler. Mais j'attendais mon tour, cher ami. Mais on le prend ici, son tour. On n'attend pas. Alors, à contrario aussi, il arrive que. Où ça? À contrario, il arrive que des fois des grands entraîneurs n'ont pas été de grands joueurs. C'est même la norme. C'est la norme. Très souvent. La norme, parce qu'en fait. Giroud, ce qu'il a réussi à faire, ça n'a pas été un grand joueur. Oui, je pense aussi à. Alors ça, c'est encore inversé. Wenger, qui n'a pas été un immense joueur, ça a été un bon entraîneur. Non, je suis d'accord avec vous, mais dans l'histoire, et on dit toujours que c'est très difficile pour un grand joueur d'être un grand entraîneur, parce que les joueurs ne sont pas aussi bons que lui l'était lorsqu'il était sur le terrain. Donc, Platini a été un sélectionneur pas mal d'ailleurs, mais il n'a pas poursuivi dans la carrière. Maradona, franchement, ça a l'air d'être assez bordélique avec Maradona. Je le dis comme ça. Mais quand il fait l'entraînement, tu comprends que ça part dans tous les sens. Bon, Pelé n'a jamais été effectivement bon. Jean-Pierre Papin, Ballon d'Or quand même. Jean-Pierre Papin. Alors, il a entraîné. Et que dire de Jean-Pierre Cruyff alors? Jean-Pierre Papin, on peut le mettre aussi dans. Il a tenté des choses, mais là encore, c'est bon. Et en fait, le seul, c'est Johan Cruyff. Parce que faut conceptualiser le jeu. Même si pour Zidane, ma question était un peu piège, c'est encore autre chose. Moi, je suis d'accord avec Francesca. Il y a chez lui quelque chose de l'ordre de la psychologie, du mot, de l'attitude, du comportement qu'il faut avoir avec des joueurs et d'être dans la tête de Ronaldo pour pouvoir le gérer. Là, justement, il a été très, très étonnant en fin de saison. C'est certains joueurs, et la presse l'a relayé, l'insulte en sortant à la Morata parce qu'il a peu joué cette saison ou pas assez à son goût. Oui. Et Zidane, il a la classe de dire en sortant en conférence de presse, non, mais en fait, il s'adressait pas à moi, il le protège jusqu'au bout parce qu'il se dit. Racontez ça Morata parce que je pense que tout le monde n'est pas au courant. Morata sort du terrain et d'après la presse espagnole, Alvaro Morata lui aurait dit il rôde quelque chose que vous avez très bien compris, l'espagnol, quelque chose. À Zidane. Zidane derrière
juste après, le protège en disant non, mais il ne s'adressait pas à moi. Et en fait, on comprend qu'il aurait pu être à sa place. Et ça c'est coup de tête d'habitude. Il désamorce parce qu'il n'est pas habité de passion triste et il est plus joueur. Parce qu'il est passé de génie à professeur. Et c'est ce qui est le plus dur quand tu es un génie, c'est de savoir transmettre tout ton talent. C'est un peu D'ailleurs, vous avez du mal à nous transmettre tout votre génie. Parfois, vous bien sûr. Même moi, j'ai du mal à me le transmettre à moi, mon génie. Donc, mais il a appris très vite. Il a été 2 ans l'adjoint d'Ancelotti. Oui, mais t'apprends pas quand t'es Zidane, vous voyez. C'est ça qui est. T'apprends tous les jours. Real et en 2 ans champion d'Europe. Bon, un petit portrait de Zidane. Il est signé de Romain Arendt. El día más feliz de mi vida. Comme Leonardo Jardim ou Antonio Conte ces derniers jours, Zinedine Zidane a été célébré par ses joueurs en pleine conférence de presse après le gain du championnat. Au terme d'un superbe mano à mano avec le Barça, le Real de Zizou a donc conquis son 33e titre de champion d'Espagne, un trophée qui fuyait les merengues depuis 2012. Ce succès porte la marque de l'ancien numéro 10 des Bleus qui a su surfer sur la dynamique créée par la victoire en Ligue des Champions en 2016. Après seulement 18 mois à la tête de la Maison Blanche, Zidane marque les esprits et s'impose comme l'un des meilleurs entraîneurs actuels. Il a presque tout gagné, sauf la Coupe du Roi qu'il ne gagnera pas cette année. C'est exceptionnel, oui. Puis bon, beaucoup de gens disaient il n'a pas le charisme, il va pas y arriver. C'est pas parce qu'il s'est appelé Zidane. Bon, ben apparemment, il suffit de s'appeler Zidane pour se faire un palmarès, mais c'est inégalable, c'est inégalé. Ouais. Je pense qu'il n'y a aucun entraîneur qui, au bout de 17 mois, a gagné déjà une Ligue des Champions. Si le Real de Zizou n'a pas de style aussi reconnaissable que les équipes d'un Pep Guardiola ou d'un Arrigo Sacchi en son temps, le Marseillais a marqué de son empreinte les succès du Real. Loué pour son management et sa capacité à tenir son vestiaire en gérant les égos des stars, Zidane fait l'unanimité auprès de ses joueurs, qui l'a conduit à une série de 40 matchs sans défaite. Le 3 juin à Cardiff, le Real aura l'occasion face à la Juventus de soulever une 2e Ligue des Champions consécutive. Opposé à l'un de ses anciens clubs, Zidane confirmerait en cas de victoire qu'il est en train de devenir un technicien aussi brillant que le joueur qu'il était. Ce qui est fou, c'est la sérénité en plus qu'il dégage sur le terrain, en dehors du terrain. Lorsqu'il se promenait, on a vu des images dans le bus. Lorsqu'il est en conférence de presse. C'est très rare de le voir forme de maîtrise. C'est très rare de le voir aussi joyeux et en effet sur la saison, on l'a vu calmer les esprits et avoir cette capacité, ça rejoint à imprimer un côté zen au club. Sur la maîtrise, à l'inverse de Mourinho qui il a était beaucoup complètement changé sur la maîtrise parce qu'en tant que joueur, il y a eu des matchs où justement il s'est pas maîtrisé, ça nous a coûté très cher. Mais peut-être qu'il a appris d'ailleurs dans je pense que c'est ça, dans son management, il se maîtrise et moi souvenez-vous quand Ronaldo lui dit je veux pas sortir, il s'énerve pas, il en prend un autre au hasard, il prend Kroos, international allemand, il dit viens, sors, il veut pas sortir, toi sors. Et je trouve ça bien dans la maîtrise, moi je trouve ça qu'il y a beaucoup de progrès. On en discutait tout à l'heure avec Thibaut, justement on pense que c'est l'anti-Emery. Enfin, il y a quand même un truc. Non, mais justement, peut-être qu'il ne voulait pas que je dévoile ça. Non, mais quand même, il faut le penser PSG, à ça. voilà ce qu'il doit faire. Prendre Zidane. Voilà. Bah oui, non, mais ça, c'est évident. Plutôt qu'à Arsène Wenger, c'est évident que Zidane. À mon avis, pour débaucher Zidane, ça doit coûter un peu de pourboire. Mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Vous voyez, là aussi, c'est des choix. C'est-à-dire que Zidane y était libre il y a 2 ans. Il y a 3 ans. Vous pouviez le prendre et faire un pari. Un pari qui n'en était pas forcément un, d'ailleurs. Mais bon. Prendre Arsène Wenger, ce serait aussi un pari, sachant qu'il est quand même en difficulté. Enfin, bon, c'est pas la question, mais pour vous dire qu'Emery, pour le coup, sur le banc, il est très nerveux. Il n'a jamais réussi à garder tous ses joueurs en alerte parce qu'il n'a pas su faire tourner. Donc voilà le contre-exemple. Bon, le programme de la Liga, vous vouliez nous en parler? Mais c'est fini, quoi. Les derniers résultats de cette dernière journée de championnat, en effet, avec notamment les cartons du FC Séville, ou la victoire pour bien finir de l'Atlético Madrid, où beaucoup annoncent que ça pourrait pas mal bouger à l'intersaison. Et puis, donc, les relégués, Rijon, Osasuna et Grenade, qui sont, on va voir le classement de la Liga. La 5e place revient finalement à Villarreal, la 6e à la Real Sociedad. Voilà pour ce point de fin de saison avec les Européens, les relégués, 93 points, ainsi que les meilleurs buteurs. Qui est meilleur buteur de la Liga, les Alors, amis? le Pichichi. Pichichi, oui. Bien sûr. Qui est-il, à votre avis? Vous avez suivi? Non, personne n'a suivi. C'est Messi. Ah voilà, quand même. C'est 37, très dur. Enfin, c'est Messi qui est le meilleur buteur de la Liga. Avec 37 buts, Léo Messi devant Suarez, un autre Barcelonais, 29 buts. Cristiano Ronaldo s'est contenté de 25 réalisations, mais il a amené son équipe jusqu'au titre.
Bon, bravo Madrid. Et donc, ça ne fait que commencer pour la récolte des titres, puisque vous avez un pronostic, vous d'ailleurs, entre le Real et la Juve, qui est programmé, qui est sur Canal+, sur C8 d'ailleurs. C8. Et ce sera non pas ce samedi-là, mais l'autre samedi. Je vois le Real gagner 1-0. Le 3 juin. Le Real, vous voyez le Real ? Moi, pareil, le Real. Real. Moi aussi. Jessica. Le Real. Zidane connaît Je vais trop vous dire la Juve. Juventus. alors. Non, c'est curieux, moi je vois la Juve, mais bon. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur Zinedine Zidane, et vraiment salut. En plus, ça nous fait plaisir parce que c'est positif. C'est un Français qui gagne à Madrid, donc c'est formidable. La Juventus, 6e titre consécutif, même si le championnat n'est pas terminé. Il reste une journée de championnat en Serie A, et tout comme le Real Madrid, c'est le 33e titre de champion pour la Juve, la Juventus Turin qui rencontre. Ah, ça c'est marrant, 33 comme. Également. La même oui, c'est histoire. Légende à la une de la Gazzetta dello Sport, la Juve écrase la Serie A, 6e titre consécutif. Une saison fabuleuse pour les joueurs de Massimiliano Allegri qui rencontraient l'équipe de Crotone. Crotone qui va descendre en Série B. Une victoire 3-0. La joie des noirs et blancs de la vieille dame avec Gonzalo Higuaín, Mandzukic, une attaque de feu, une défense de fer que l'on verra, qui sera à rude épreuve face au Real Madrid en finale de la Ligue des Champions. La joie dans le Juventus Stadium, et cette victoire 3-0, tout avait parfaitement bien démarré. Mandzukic ouvre la marque, 12e minute de jeu, avant que Paulo Dybala, l'Argentin, ne double la mise. Magnifique sur coup franc. Le coup franc de Dybala est exceptionnel. Magnifique toucher de balle, et c'est Alexandro à la 83e minute qui donne le 3-0. Dans les autres résultats de Serie A, il y a eu la victoire de... Il y a Buffon qui court. Ah, Buffon court, saluons-le. Il y a eu la victoire notamment de l'Inter Milan, qui était sur une série très compliquée et qui va rater l'Europe une nouvelle fois, alors que les Milanais visaient plutôt la Ligue des Champions. Ils n'auront non plus l'Europa League. Juve, Roma, Naples, voilà le trio de tête. Et puis le Milan AC qui arrache in extremis une place en Europa League. La Lazio, l'Atalanta, 4e et 5e. C'est peut-être l'équipe championne d'un grand championnat qui a le plus gardé son ADN de toujours, la Juventus Turin, Raymond Abou. Parfois, le Bayern a forcément évolué, les équipes anglaises ont vraiment beaucoup évolué. En France, ils ont une traversée du désert, on n'entendait plus parler d'eux, et là ils reviennent vachement bien, et c'est 6e titre, c'est ça là qui sixième titre d'affilée, on est content de les voir à ce niveau-là, et moi je suis content pour Buffon, j'adore Buffon. C'est un championnat qui est un petit peu déséquilibré quand même, parce que la Juve n'a pas d'adversaire, alors que le Real a un adversaire en France. Il y a quand même la Roma, il y a quand même Naples qui aussi joue bien. La Rome, ça a été presque un duel comme ça dans les dernières journées. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que l'Inter Milan, je crois qu'il y a presque 30 points d'écart avec les équipes du haut de tableau. En 2010, l'Inter Milan jouait la finale de la Ligue des Champions. Oui, bien sûr. Elle a gagné. Donc en 7 ans, il s'est passé l'effondrement total. Je veux dire, l'effondrement du foot italien, l'effondrement des clubs italiens, pas de la Juve, parce que la Juve est en finale. Mais c'est un des faits marquants, mais là aussi, c'est pour des raisons purement économiques. Je vous rappelle quand même que Berlusconi a vendu aux Chinois l'AC Milan. Je pense que forcément, quand tu te bats moins dans ton propre championnat, tu es peut-être plus serein ensuite pour aborder les échéances européennes, et ça doit aussi aider Massimiliano Allegri à travailler avec son groupe, parce que c'est aussi ce qui était reproché au PSG, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez d'affrontements en Ligue 1, et donc on leur disait parce qu'il n'y a pas tant d'écart au classement, et ils ont dû se battre aussi, puisque au classement il y a 2 points, 4 points d'écart entre le premier et le deuxième, et après 5 points avec le troisième. Je suis pas d'accord, et je pense qu'ils ont dû se battre aussi. Ce qui me choque là quand je vois ça, c'est moi l'Italie, c'est le foot quand j'étais petit dans les années 90. Je vois l'AC Milan 6e et l'Inter 7e, pas de Coupe d'Europe ni pour le Milan ni pour l'Inter. C'est ça qui est choquant quand même. C'est là que tu te dis que le foot italien est malade, parce qu'en 90, où il fallait aller, c'était pas en Angleterre ni en Allemagne, c'était en Italie. Quand la France 98, les joueurs ils étaient en Italie, ils n'étaient pas en Angleterre ou ailleurs. Alors, vous nous avez Milan posé une question pour l'Europa League. Milan est qualifié à un 6e. Vous nous avez posé une question tout à l'heure, qui est le meilleur buteur espagnol, et c'est Messi qui l'est, je le rappelle. C'est vrai que Messi n'avait pas été meilleur buteur de la Liga depuis 4 ans quand même. C'est pas étonnant, mais c'est comme ça. Et là, quel est le meilleur buteur italien? C'est votre question. C'est un homme qu'on a certains osaient annoncer à l'OM. Et d'ailleurs, qui a encore été annoncé, enfin hier en tout cas, Habib Beye a évoqué une possibilité de Dzeko rumeur à persistante Marseille. Pour un joueur qui paraît au-dessus du lot quand même. Higuaín.
Non, Dzeko. Dzeko, le meilleur buteur du côté de l'OM. Combien de buts? Ce serait bien pour Marseille en tout cas. Ouais. 28 buts avec la Roma. Juste derrière, c'est Dries Mertens, le attaquant de poche de recasé, attaquant lui qui était plus. Higuaín est à 24 buts et il reste une journée. Bon. Et il y a eu un fait marquant quand même en Italie. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous écoute pas du tout. En Italie. On est obligé de le mentionner. Qu'est-ce qu'il y a eu? Vous savez que les supporters de la Lazio détestent les supporters de la Roma, PSG-OM. Bien sûr. Qu'ont-ils fait le week-end dernier lors de leur dernier match à domicile, une défaite face à l'Inter Milan? Ils ont brandi une banderole pour saluer Francesco Totti, 40 ans, qui termine sa carrière avec sa dernière journée, son dernier match le week-end prochain. Et regardez ce qui est écrit: les ennemis d'une vie saluent Francesco Totti, irréductible. Fantastique. On parle des ultras souvent négativement, on parle des supporters négativement. C'est magnifique, cette banderole dans les coursives du stade. C'est sans précédent entre deux clubs qui se détestent autant. À ce point, bon, il faut le souligner. C'est superbe, c'est comme si demain Loïc Perrin, par exemple, arrêtait sa carrière à Saint-Etienne et que les supporters lyonnais lui faisaient une belle banderole. Oui, j'ai osé cette comparaison. Oui. C'est comme si Ibra arrêtait et que les supporters de l'OM disaient bravo Ibra, c'est plus ça. Bon, on passe en revue les championnats étrangers. Nous avons vu l'Espagne, nous avons vu l'Italie et nous allons voir le traumatisme anglais puisque pour la première fois depuis 1996, Arsène Wenger ne sera pas en Ligue des Champions la saison prochaine, mais peut-être ne sera-t-il pas du tout à Arsenal la saison prochaine. Avec d'abord, donc il fallait pour Arsenal gagner et espérer que Liverpool ne marque pas plus d'un point. Ça a duré 45 minutes, l'histoire, le suspense quand même. Il a fallu la 45e, les arrêts de jeu, pour que Wijnaldum ouvre la marque pour Liverpool et ils sont repassés devant Arsenal. Wijnaldum 1-0, puis Coutinho 2-0 après la pause. Là, c'est l'ouverture du score de Wijnaldum. Alors que pendant ce temps-là, au même moment, Arsenal menait face à Everton. Et donc, c'était Arsenal qui avait repris la 4e place qualificative. Et donc, une victoire 3-0 de Liverpool. 2-0 de Liverpool. 3-0 de Liverpool. Arsenal jouait en même temps. Arsenal a fait le boulot rapidement. Bellerin ouvre le score dès la 8e minute de jeu. Et dans la foulée, c'est Laurent Koscielny qui se fait exclure au quart d'heure de jeu sur cette faute. C'est rare, c'est rare. On écoutera l'avis de Bruno juste après, avoir montré les buts. Sauf qu'Alexis Sanchez marque à nouveau et double la mise dans la foulée, même à 10. Arsenal l'emporte 3-1 grâce à une réalisation finale de Ramsey. Il y avait carton rouge pour... Oh oui, je crois que c'est incontestable. Bien incontesté d'ailleurs. Incontesté, bon. Comment vous avez jugé la saison anglaise, Raymond? Je vais être honnête avec vous, la saison anglaise, je l'ai vue par petits bouts, parce que c'est sur, je sais pas si on peut le dire, voilà. Et moi, j'ai pas pris les 100 000 abonnements pour en avoir pour 10 000 € à la fin du mois, et je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Non, mais je vous posais pas la question innocemment, et c'est vrai que c'est un souci. C'est-à-dire que beaucoup de gens aujourd'hui, mais voilà, beaucoup de gens aujourd'hui voient assez peu le football anglais, forcément, et ont un rapport. C'était souvent un des championnats préférés, au moins le week-end, puisque voilà ce qu'on a vu du championnat anglais. Très spectaculaire. Et c'est vrai qu'on l'a peut-être moins vu. On l'a vu sur les réseaux encore moins la Ligue des Champions en 2 ans. Alors. Oui, n'entrons pas dans cette conversation, mais c'est vrai que pour Arsenal, en tout cas, peut-être fin de cycle, Francesca. Oui, je dirais même 3e fin de cycle. En 10 ans, il y a eu 2 Coupes d'Angleterre pour Arsène Wenger. C'est quand même famélique. À un moment donné, il faut partir. Et il n'arrête pas de crier son amour au club. Il l'a encore dit hier soir. Des fois, quand on aime, il faut savoir partir. Et lui, je pense qu'il faut s'en aller parce que c'est ni bon pour lui, ni bon pour Arsenal. Franchement, voilà. Oui, sinon, Francesca, que des gens qui partent, j'en connais pas. Ça n'existe pas, des gens qui quittent leur fauteuil. S'il avait une très belle proposition ailleurs, et je ne le souhaite pas par exemple, mais s'il a une très belle proposition ailleurs, il pourrait partir. Non, mais il y a plein de gens qui partent. Non, mais même dans la vie, quand la gamelle est bonne, en général, on part pas. C'est la vérité. Là, il est bien. Si la gamelle est meilleure ailleurs. Oui, mais il n'y a pas de gamelle meilleure ailleurs pour l'instant pour Wenger. Non, mais ce qui est étonnant surtout, c'est qu'on imaginait qu'il parte. Moi, j'avais cru comprendre ça, que la décision a été prise, etc. Et j'ai l'impression que c'est pas du tout le cas. J'ai l'impression qu'il va peut-être rester une année supplémentaire, Arsène Wenger. C'est assez bizarre de l'extérieur de comprendre comment ça peut se passer en interne, comment ça se passe en interne, parce que Arsène Wenger, au final, tout le monde dresse un constat d'échec, un bilan. Elle l'a dit en titre, très faible pour un club qui se veut un immense club, un grand club très riche. Et à l'arrivée, tout le monde est déçu. Et pourtant, on se dit que ça va continuer avec la même politique. Ce serait assez bizarre. Mais la communication là d'Arsenal, de
d'Arsène Wenger, elle est un peu effrayante. En tout cas, si j'étais supporter d'Arsenal, j'aurais très peur parce qu'il a l'air de beaucoup insister sur le fait qu'il aime le club, qu'il aimerait bien que ça se passe bien, machin. Donc moi, je pense que ça veut dire qu'il a envie de rester. Mais il n'y a pas de bonne communication quand vous perdez. C'est ça la vérité. C'est très très difficile de... Ça aurait été, je m'en vais, la bonne communication. Oui, c'est vrai. Voilà. Je suis venu à le dire. Mais c'est pas à lui de partir. Si lui, il est bien en tant qu'entraîneur et si son staff décide de président, si tout le monde veut le garder, il reste. Je suis venu te dire que je m'en vais. Arsène Wenger, lui, pourrait rester. Voyez le sujet de Florent Ferraud. I'm free to decide. Conférence de presse tendue pour Arsène Wenger. Arsenal ne jouera pas la Ligue des Champions la saison prochaine. La victoire face à Everton n'a pas suffi. Conséquence, une absence dans la plus grande des Coupes d'Europe. Une première depuis 1996. It's very sad because for 20 years we were in it and the first year we will not be in it. It's very strange because for 75 points we are 1 point short and of course you can look everywhere where we did drop this point. Des points perdus, il y en a eu beaucoup trop, surtout face aux équipes du Big Four. 5 points pris sur 24 possibles et une victoire en 8 matchs, un bilan famélique que n'avait encore jamais présenté Arsenal sous l'ère Wenger. Sur les 10 dernières années, le palmarès est mince, seulement 2 Coupes d'Angleterre, de quoi fragiliser la situation du Français. Look, my personal situation tonight is not so important. I think I care about this club. Even if I leave one day, I will love this club until the last day of my life, and I want the club to do well, and that's all I care tonight. Is not my personal situation. It's just how well the club responds next season. De plus en plus contesté, notamment depuis sa nouvelle élimination en 8e de finale de Ligue des Champions, Wenger connaît sa plus mauvaise saison à la tête du club londonien. Seul lot de consolation, la finale de Coupe d'Angleterre qu'il faudra remporter dans 5 jours face à Chelsea. Bon, avenir de Arsène Wenger, Bruno Derrien. Ça sent le sapin, non? Ouais. Ça sent le sapin, vous dites? Vous êtes pour le dégagisme, vous. Non, mais je sais pas. Mais voilà, vous êtes là, il arrive au terme de... les chrysanthèmes. Non, mais il arrive au terme de son aventure, enfin, je crois. Il est plus resté qu'il ne restera, mais bon, on peut... À Paris, c'est un nom qui revient régulièrement pour le Paris Saint-Germain. Ça fait 15 ans que Arsène Wenger et Nasser El Khelaifi se connaissent. Oui. Déjà quand Nasser El Khelaifi jouait au tennis, donc oui. En effet ils sont proches, mais c'est bizarre. Enfin, Nasser El Khelaifi nous a montré une seule chose, c'est quand même que ses choix étaient quand même pas tous judicieux, qu'il avait fait quand même pas mal de boulettes. Donc si on peut ne pas écouter ce Nasser El Khelaifi, qui au demeurant est quelqu'un de charmant, et que d'ailleurs j'embrasse si jamais il me regarde, mais il faut qu'il arrête de faire des choix, et ce choix-là n'est pas judicieux. Ça n'a pas marché avec quelqu'un qui avait gagné 3 Ligues Europa, donc ça va pas marcher avec quelqu'un qui depuis 10 ans a gagné 2 Coupes d'Angleterre. On va pas rester toujours sur le passé. Et s'ils ont joué au tennis ensemble, qu'ils y retournent. Voilà. C'est surtout que s'ils ont joué il y a 15 ans, il avait 20 ans Nasser. Mais maintenant il faut arrêter, il faut mettre... S'il a mis Emery, il faut continuer dans la politique avec Emery. Il faut pas virer Emery comme ça. Moi, je suis pas un pro Emery. Là, on est sur Wenger. Donc, on est sur Wenger. Moi, Wenger au PSG, pour moi, non. C'est pas. Je dis non parce que je suis pas pro Emery, mais maintenant qu'ils ont voulu Emery, faut y aller. Il faut le payer Emery si là il le. Oui, mais il ne vous a pas échappé que l'aspect financier n'est pas primordial. Vous ne pouvez pas dire ça, même si je ne peux pas dire ça. Moi, je connais pas une entreprise au monde où on signe un CDI ou un CDD à un homme et 15 jours plus tard on le vire avec un chèque de 22 millions d'euros. Je peux dire que dans n'importe quelle entreprise au monde, celui qui fait ça, à mon avis, il revient pas. Non. Mais là, bon, t'es avec le Qatar, c'est particulier. Pas montrer cet amateurisme-là tous les ans. Non, pas tous les ans, mais bon, cette année. L'année prochaine. Voilà, entre le recrutement, moi, c'est à tous les gens qui sont sur le plateau, je dis la même chose depuis 3 semaines. Si je vous donne l'argent qu'a eu le Paris Saint-Germain depuis le début de son aventure avec le Qatar, je pense que Francesca, vous faites pas plus mal. Ouais, pas plus mal. Je suis pas sûr que tous les supporters du Paris Saint-Germain seraient vraiment ravis. Je pense qu'une partie serait contente, mais je pense que vous faites pas plus mal. Et je le dis, mais vraiment sans. Je le dis parce que je le pense. Je pense que quand tu as autant d'argent, cette année ils ont pris Krikoviak qui n'a jamais joué, ils ont pris Bedarfa qui n'a jamais joué, Kluivert qui n'a jamais joué. C'est de l'argent. Kluivert il a jamais joué. C'est de l'argent que tu mets, par terre là. Tu ouvres les portes, tu jettes l'argent par terre. Et c'est pas 10 millions, c'est pas 20 millions, c'est 200 millions par an que tu mets comme ça. Donc bon. C'est plus de 650 au total. Alors évidemment, dans le lot, il y avait de temps en temps, tu as des bons joueurs et tant mieux. Mais tu as surtout beaucoup d'échecs. Hein. Oui, c'est ça qui est frappant. Bon, le classement de la Première Ligue.
anglaise. Avec le leader Chelsea, le vainqueur de cette première ligue, c'est donc Chelsea, le renouveau avec Antonio Conte. Est privé de Ligue des champions cette saison. Tottenham assuré d'être le dauphin depuis quelques journées déjà. Et donc c'était la bataille entre City, Liverpool et Arsenal pour les 2 dernières places qualificatives pour la Ligue des champions. Ce sera donc Manchester City et Liverpool. Arsenal en Europa League. Manchester pourrait jouer la Ligue des Champions si Manchester remporte l'Europa League, la finale dans 8 jours face à l'Ajax Amsterdam. Dans le reste du classement, relégué Hull City, Middlesbrough et Sunderland. Également la question du jour, les meilleurs buteurs d'Angleterre. Qui est-il ? Meilleur buteur d'Angleterre, Bruno Derrien. Anglais. Où joue-t-il ? Francesco Antonetti. Kane, c'est bien dit, avec l'accent. Kane qui a signé Harry Kane qui a signé un triplé lors de la victoire 7-1 de Tottenham lors de cette dernière journée. 29 buts Harry Kane devant Lukaku, le joueur d'Everton, et Alexis Sanchez. Bon, bah écoutez. Ce sera pas mal l'Europa League la saison prochaine. L'Europa League, ça va être très bien la saison prochaine. Tu me disais les clubs que Arsenal, Manchester, possiblement. Voilà. Le Milan AC, la Lazio, Lyon, Marseille. Vous vous rendez compte, l'année prochaine, l'Europa League, ça va être énorme. Bah, c'est vrai, si ça reste sur du gratuit, c'est pas mal. Ça serait bien. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur tous les championnats étrangers. Ils sont tous terminés, sauf un, puisque le championnat italien se poursuit. La Ligue 1 ça a également fermé ses portes ce week-end avec un suspense total qui va se prolonger via un match de barrage avec Troyes qui recevra Lorient, c'est jeudi pour le match aller. Et Lorient recevra Troyes, c'est dimanche au Moustoir, match retour. Avantage a priori à Lorient quand même, qui a un effectif de Ligue 1 face à Troyes, où on retrouvera Benjamin Nivet, qui est toujours un des meilleurs joueurs de Ligue 2. Un des meilleurs joueurs de Ligue 2. On va s'intéresser forcément à Monaco, puisque Monaco a célébré son titre. Monaco était au Palais, chez Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert. Et c'est quand même la classe. Quand t'es champion, quand t'es champion monégasque, t'es reçu au Palais. C'est pas la foire à neuneux. C'est vraiment, tu vois, t'ouvres les portes et c'est quelque chose. Vous voyez donc ces célébrations avec tous les joueurs de l'AS Monaco. Comme tout champion qui se respecte, les Monégasques ont fêté leur titre dans un bus à Impérial. Mais celui-ci n'a pas fendu une foule de supporters en délire. On est à Monaco, les joueurs se rendent au palais du Prince Albert. De savoir que le Prince récompense notre travail, on est vraiment fiers et on lui en est vraiment très reconnaissant. Vous qui êtes quelqu'un de mesuré, de pondéré, d'étonnamment mature, vous mesurez le moment solennel que vous vivez aujourd'hui? Bah bien sûr, parce que je pense que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de rentrer au palais, donc je vais avoir les yeux et les oreilles grandes ouvertes. Espiègle, Kylian Mbappé, incontestablement la nouvelle star monégasque. On le connaissait chez les jeunes, on savait qu'il allait exploser, mais aussi vite et aussi déjà grand, pour nous c'est super quoi. Après avoir rendu visite au Prince, on a salué les supporters, enfin récompensés 17 ans après le dernier titre. En fait on l'attendait depuis vraiment super longtemps ce titre et on est très content, il arrive enfin. En plus on a une super fête rien que pour nous, on a 50 Cent, on a tous les joueurs sur scène, c'était vraiment super top, super bien. Car si l'on est venu admirer les champions de France, on s'est aussi rendu à un concert. Le rappeur américain 50 Cent a clôturé la journée. Bon, on a à peu près tout dit sur l'AS Monaco depuis 15 jours. Je vois pas ce qu'on peut dire de plus. Sinon, qu'il faut souhaiter que l'effectif reste en place. Mais c'est un doux vœu. Ça, c'est quoi? C'est 50 Cent. Vous connaissiez? Ah bah très bien. Évidemment. 50 Cent. Après Booba, 50 Cent. Vous découvrez du Pascal. coup le hip-hop. Mais c'était bien ce décalage entre le palais monégasque et 50 Cent. Bon, moi, je suis un peu... je pense que c'est mais vous connaissiez, vous, 50 Cent? Oui, mais c'est un rappeur qui est un peu sur le retour. C'est-à-dire que là, il va un peu... où parce on qu'il y a lui des propose un rappeurs billet. sur le retour. Bah oui, quand on vend plus de disques et qu'on en fait plus depuis longtemps. Parce que 50 Cent, il chante depuis longtemps? Ah oui, il y a 10 ans, il y a 10 ans. Ça fait des années, il a fait énormément de gros Cette chanson, là, c'est 2003. C'est son tube. C'est son tube. Mais moi, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes. C'est normal. Tendez l'oreille. Là, vous me mettez autrement, je veux dire, dans un Benz, j'ai l'impression que c'est les mêmes chansons. C'est le tonton du dimanche, tu sais quand c'est le tonton du dimanche. C'est quoi cette musique de Zouzou? C'est ça en fait. Mais attends, c'est très bien, j'ai dit que je reconnais peu la mélodie. Mais bon. 50 Cent. Non mais c'était un bel effort en tout cas de rocker tout ça. Donc il est de retour alors. Non, il est de retour. Non, il est, à mon avis, il était à Cannes et c'était rapide de le faire venir. Voilà, il est venu. Bon, Monaco. Très beau champion. Exact.
Très, très beau. Sobre, Bruno, mais efficace. Que dire de plus, voilà. Clair, rien. C'est pourquoi. Non, il faut souhaiter simplement que Monaco garde son effectif. C'est ça Cette grande soirée, ce concert avait quand même 3500 personnes. Oui. Avaient le droit d'y aller uniquement les abonnés du stade Louis II et les résidents monégasques. On fait ça en famille. Hein. Oui, c'est pas nombreux. 3500 personnes. Heureusement que c'est pas les abonnés du Vélodrome ou de Lyon, parce que ça ne sera pas rentré. On n'aura pas pu rentrer tout le monde. Mais oui. C'est génial. 3500 personnes, il y avait tous les abonnés. Non, mais c'est bien. Je trouve que la AS Monaco cool. sait penser à ses abonnés. Vous aimiez arbitrer à Monaco? Oui. Oui, vous étiez. Il n'était pas dérangé, il se faisait pas insulter, on disait pas au Ce stade, il me réussissait. Ah bon? Des stades comme ça, on passe des fois à travers. Là-bas, j'ai jamais raté un match. C'est pas vrai. Ah oui, effectivement, c'était. Et quels étaient les stades où vous êtes vraiment. Quels étaient les stades où vous n'étiez pas bon? Je pense qu'au Parc des Princes, je pense qu'à Bordeaux, j'ai eu quelques souvenirs difficiles. Ah ouais. À l'Escure. Dit-il la voix tremblotant. C'était un beau stade d'ailleurs, je trouve. Ouais. Et donc là, quand vous voyez Bordeaux, vous disiez. Bordeaux, non, ça marche. C'est comme ça. Les stades. C'est-à-dire que la petite enveloppe n'était pas assez importante. Elle était plus importante à Monaco, celle qu'on vous donnait avant les matchs. À Monaco, on avait, comme dans tous les clubs français, un casino. On avait un cadeau. Un casse-dingue. Non, on avait un maillot. Un maillot qui était mis sur la table du vestiaire avant les matchs. Et c'est partout pareil. Comme partout. Floqué. Pratiquement. Floqué d'un nom d'un joueur. Et dans le maillot, faut les ramener. Une petite prime. Mais après match. Je me souviens, moi, quand Le Mans jouait en Ligue 1, on avait des rillettes. Vaut mieux aller à Lyon, au départ, il y a une quinzaine d'années, on avait un drap de bain. Ah oui, il a trouvé le moyen de s'embrouiller. À Marseille, on avait un pins. Pins et un petit ballon, vous voyez. Bon, c'était. Et à Lorient, c'était des crêpes. Non, c'était des Quinamon. De la vie joyeuse des arbitres français. Bon. J'ai une collection de pins, je vous dis pas. Est-ce que vous les avez gardés? Non, oui, mais ça, j'ai une boîte à la. Ah oui, vous avez gardé les maillots qu'on m'a offerts. Pour tout vous dire. Ah, ça, et ils sont où? Vous les portez? Non, jamais. Non. Dans une armoire. Vous pourriez nous les apporter. Faut les faire gaffe, faut les montrer. Vous avez Jacques Vendroux qui fait ça. Mais non, mais faut vous pourriez les donner. J'ai des maillots qu'il n'a pas. Eh ben voilà, c'est pour ça. Justement, vous avez combien de maillots dans votre armoire? Aujourd'hui, je sais pas, une cinquantaine. Oh là là, faut les ramener. Attendez, ça serait l'occasion de dire merci de rien. Franchement, profiter quand même un peu. Bien sûr, parce que qu'est-ce qu'il faut les offrir un jour pour une loterie dans un club. Bah oui, pour ma loterie à moi, la loterie de Raymond. La loterie de Raymond, ça se passera le dimanche. Non mais j'ai gardé par contre les trophées que j'ai. Ah, vous avez eu des trophées aussi? Et quand vous arbitrez une finale à la Coupe de France, vous avez une coupe miniature comme les joueurs qui ont gagné la coupe. Ils ont tous une petite. J'en ai deux. Moi aussi, j'en ai aussi. On doit parler de toutes nos collections là. Voilà ce que j'ai gardé uniquement et qui sont sur ma vitrine. Vous avez une vitrine chez vous? Enfin, de mes trophées. Ah bon. Coup de gueule, madame, messieurs. Coup de gueule, jingle. Elle n'est pas contente et elle va le dire, puisque Bastia est en Ligue 2. Oui, Bastia est en Ligue 2. Et surtout, il n'y a plus de représentant corse. Et ça, alors moi, j'ai le droit de donner mon avis, je suis triste. Je trouve que c'est dommage, parce que la Corse, c'est une couleur dans ce championnat de France. En plus, c'est une terre de football absolument incroyable. Il suffit d'aller, je le dis à chaque fois, en Corse pour voir Corse Matin. Tu as 5 ou 6 pages sur tous les clubs de Corse tous les jours. Donc c'est triste de ne plus avoir de... Vous pensez à vos vacances d'été, moi je suis abîmée. Ça n'a rien à voir. Non, il n'y retourne plus. C'est juste la petite nuance. Je ne vais plus dans mes vacances d'été. Je suis jamais allé en vacances d'été en Corse, Francesca. Ah bon, d'accord. Alors, autant pour moi. C'est pas vous que j'ai vu passer comme ça avec un costard clair. Non, mais c'est pas moi. Je vais jamais aller. Je vais dans l'Ouest. Mais jamais. Bon. Pardon. Pourquoi un coup de gueule? Alors pourquoi ça m'énerve? C'est parce que ce matin, évidemment, je lis dans l'équipe, et puis je savais que demain passait l'appel de Bastia, puisque vous savez que Bastia a fait appel concernant les 3 points qui ont été donnés à Lyon, rapport aux incidents qui avaient eu lieu pendant le Bastia-Lyon, dont on a tous parlé beaucoup. Donc du coup, Bastia, qui a fini logiquement sa saison samedi soir comme tout le monde, a décidé de ne pas partir en vacances. Ils continuent l'entraînement et ils attendent le résultat de l'appel qui va être donné demain après-midi. Et si ça ne marche pas, cet appel, Bastia pourrait encore faire appel au CNOSF et ensuite au tribunal administratif. C'est-à-dire que les dirigeants bastiais ont décidé tout d'un coup qu'il fallait absolument se battre, être très procédurier pour arriver, si ce n'est pas récupérer les 3 points, à au moins récupérer des dommages, de l'argent pour le club. Alors moi, je suis ravie qu'ils fassent ça maintenant, mais j'ai envie de leur dire, mais les gars,
messieurs, les dirigeants bastiais, mes 9 petits personnages. Il y avait les 7 nains, il y a les 9 bras cassés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je me demande où est-ce qu'ils étaient au mercato quand ils n'ont rien fait pour le club. C'est-à-dire qu'on leur a demandé de recruter des joueurs. Ils devaient se faire prêter par exemple un joueur qui était au FC Porto. Eh bien vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont omis d'envoyer le fax. Voilà, à un quart d'heure près, on n'a pas eu de joueur, voilà, qui devait arriver, prêté du FC Porto. Voilà, pour vous montrer un petit peu l'amateurisme de ces dirigeants bastiais. Et pour vous dire à quel point il y a une cassure entre les supporters bastiais et les dirigeants. Donc, à un moment donné, moi, quand je lis ça ce matin, bon, je suis, les bras m'en tombent. C'est un fiasco total. Et là, on va jusqu'au bout du fiasco. C'est-à-dire que, évidemment, ne vous méprenez pas, j'ai très envie qu'il soit. J'adorerais que demain, en décision d'appel, on récupère les 3 points. Est-ce que les Lyonnais sont partis en vacances ? Bien sûr que oui. C'est ça qui est drôle. C'est-à-dire qu'il faudrait les rappeler pour leur dire les gars, venez, on va jouer le match. Et en plus, ça ferait passer Bastia devant Lorient qui est barragiste. Voilà. Non, mais c'est complètement. On marche sur la tête. C'est de l'utopie, ça. Francesca Antoniotti est donc devenue. Francesca Antoniotti est donc devenue la Vénus de Milo. D'accord. Waouh. Puisque les bras lui en tombaient également. Bastia y croit encore, mais en fait, effectivement, il y a peu de chance. Si quelqu'un d'autre, vous êtes bastiaise, hein, oui, bien sûr. Si quelqu'un d'autre disait ce que vous venez de dire, vrai, hein, je parle d'un journaliste uniquement, disait ce que vous venez de dire, les réseaux sociaux seraient inondés le téléphone explose. De messages sur le thème vous n'aimez pas la Corse, vous détestez la Corse, vous êtes anti-Corse, etc. Je suis content que ce soit une jeune femme née. Vous êtes née à Bastia ou vous êtes née à Paris ? Je suis née à Bastia. Enfin, c'est pas le problème. Mais si, mais c'est important de savoir que vous êtes bastiaise. C'est pas la question parce que le problème, c'est pas. Si vous voulez, l'opinion publique est assez d'accord avec moi pour dire que les dirigeants bastiais. Non, mais je vous le dis parce que. La Eva Perron de la Corse. C'est pas du tout la Vénus de Milo. Dom compris. C'est le contraire, c'est moi qui suis d'accord avec l'opinion publique. C'est-à-dire que tous les supporters bastiais ont le même son de cloche. C'est qu'à un moment donné, ils en ont marre de ces dirigeants. On va marquer une page de but. Vous pourriez le dire vous auriez pu le dire en corse, ça, en langue corse ou pas ? Non, mais ça va pas, mais enfin, on n'est pas là. Et votre père, Frédéric Antoniotti, il va reprendre le club ou pas ? J'aimerais bien, papa, si tu... Bon, une dernière chose. Non, mais vous avez été convaincante. Elle est touchée pour de vrai, en plus, parce qu'elle en parle en loge. Elle nous saoule au maquillage avec ça. Une dernière chose avec Marcelo Bielsa, qui est arrivé. Oui ? On va pas faire vite fait sur Marcelo Bielsa. Moi, j'ai besoin de temps. Hein. Non, c'est un teasing, je pense. Ah bon, c'est la pub, non ? Un teasing du tout. Marcelo Bielsa. En mode coup de gueule, hein, ça y est. Non, on va faire sans doute un spécial Marcelo Bielsa, sans doute mercredi. On va essayer de décoder. Marcelo Bielsa sera là, à votre place. Non, il sera pas là. Alors moi, je vais être là mercredi. Il nous a pas encore dit non. La prise de fonction de Marcelo Bielsa. Regardez, Marcelo. Toujours sobre. Marcelo Bielsa. C'était aujourd'hui. Oui, c'était aujourd'hui. Pas de faux bond de dernière minute, en tout cas. Il est arrivé pour prendre la place de Franck Passy. Ils ont longuement discuté au domaine de Luchin. Présentation officielle devant la presse ce mardi après-midi pour Marcelo Bielsa. Alors, Bastia sous l'œil qui dit encore un coup de gueule de Francesca contre les dirigeants qui ne sont plus que 7, en fait, parce que vous en avez déjà décobé 2. Et Bastia sous l'œil qui rajoute, elle a 1000 fois raison, les dirigeants actuels sont des amateurs. Bon, c'est un peu dur. Ils sont pas méchants, hein, d'ailleurs. C'est des gens qui sont charmants. Enfin, le problème, c'est pas ça. C'est que je pense que je suis plus touché par la relégation. On a compris. Bon, un petit dab, Pascal dit Bouga 56. Ouais. Faites-le. Non. Bon, voilà, déhanchez-vous sur 50 Cent. Non plus. C'est beau. Bon, on va marquer. Alors, Bruno Derrien, vous êtes un peu décoiffé là, pour parler. Un petit peu, donc vous allez vous recoiffer parce qu'il va avoir Il va apprécier la coiffeuse du premier étage. Non, mais attendez. Vous aussi un peu d'ailleurs. On est tous un peu décoiffés après que Francesca c'est le coup de gueule de Francesca. On est un poil décoiffé forcément. Ça sera. Vous avez des questions ce soir ? J'en ai 2. Écoutez, ça sera... On est content pour vous, Bruno. Je crois qu'on va parler de M. Jaffredo aussi, de la carrière de quelques arbitres. Bien sûr, M. Jaffredo. Il y a 3 qui ont arrêté leur carrière. Qui a arrêté ? Jaffredo, Njimi et Lanois. Lanois, j'aimais beaucoup. Moi, j'aimais bien Jaffredo, j'aimais assez bien Njimi, et je trouve Njimi, c'est pas un mauvais arbitre. Non ? Oui, non, vous détestez. De toute façon, qu'il l'aime pas du tout. Non, mais il les déteste. Pas du tout. Mais vous détestez entre vous, je le dis chaque lundi. Et entre les Lanois était très bien. On s'aime. Pas le sentiment. Vous avez tort. C'est l'amour. La publicité, à tout de suite. C'est 20h foot, c'est la deuxième mi-temps avec Thibaut Vézérien, avec Francesca Antoniotti ce soir, avec Raymond Abou et avec notre ami qui est là pour nous parler, Bruno Derrien, des questions.
dans une minute. Mais hommage aux arbitres, puisque Lionel Jaffredo a quitté l'arbitrage professionnel. C'était sa retraite. Vous voyez le sujet qui arrive à l'instant, et nous parlerons ensuite de la retraite des arbitres. Nicolas Nidaven. Il n'a jamais laissé le sifflet retomber durant 31 longues années. Tout ce temps, il y en a eu des timides, des humides, des litigieux et des joyeux. Il y en a surtout eu un premier, et hier soir, un dernier coup de sifflet. On retrace rapidement un peu ce qui s'est passé. Déjà, on se dit que c'était long parce que ça fait 31 ans que j'ai commencé l'arbitrage et en même temps, on se dit que ça y est, c'est le dernier. Ça a été des super moments, d'excellents moments. Regardez ce midi, ça doit être la 193e fois en Ligue 1 que je fais un trajet comme ça pour aller au stade. À travers la vitre, les souvenirs s'immiscent dans le paysage. Certains sont heureux, comme ce jour d'août 2006. Il s'appelle Lionel Jaffredo, il n'a que 36 ans, c'est son tout premier match en Ligue 1. On distingue aussi des rencontres prestigieuses, comme lorsque Lille devient champion de France à son coup de sifflet final, en 2008. Et puis il y a la tristesse des sales soirées comme en 2015, lorsque la fureur d'Ibrahimovic s'abattit. Mais canaliser l'émotion d'une dernière est un défi permanent. Durant 90 minutes, il va lui falloir la dompter dans un match dépourvu d'enjeux sportifs. Allez. Bon match. C'est pas les miens. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais. Le naturel revient vite à la charge. Sur la pelouse angevine, le style Jaffredo mêlé d'écoute et de fermeté refait surface. Juste que je préfère que vous veniez le voir. Je préfère que vous veniez le voir, c'est tout. Ça marche. Merci les gars. Allez, c'est bon. Non, venez, oui, vous c'est passé. Venez. Ah, vous n'allez pas à but, vous étiez poussé dans l'action de progression. Action de but quand même, parce qu'il n'est pas en but. Il n'était pas trop action, vous êtes de but. Ok, c'est pour ça. Pas de rouge. Non, mais qu'ils arrêtent de tirer, ça marche. Et moi déjà, j'aimerais bien aussi. Ah, c'est bon les gars, c'est bon. On est dedans les gars. Ça joue, ouais, c'est intéressant. Après les deux cartons, on n'a pas le choix. Allez. La dernière ligne droite. Allez. D'accord, Jean. Allez, mon gars. Dans 45 minutes, tout sera terminé. Alors Lionel Jaffredo va savourer chaque instant. 10 minutes, les gars, 10 minutes. Allez. Dans cette rencontre, il manquait encore les buts. Sur sa pelouse, le SCO va en inscrire 2 presque coup sur coup. À la 82e minute d'abord, puis à la 88e minute, enfin. Mais l'essentiel est ailleurs. En un instant, Lionel Jaffredo bascule dans l'après. Par pudeur, sans doute, il se retient de céder à toute effusion. Et bonne continuation pour vous. Merci. Voilà. Bravo, j'ai fait le tour. Savourez ce moment. Merci. Peut-être remonte-t-il le temps, peut-être pense-t-il à son futur. La suite, désormais, lui appartient. Ah, c'est beau, c'est bien fini, c'est propre, et tout le monde est content. Bonne dernière. Magnifique, finir sur ça, c'est magnifique. Très beau sujet, plein de sensibilité de Nicolas Nidaven. C'était diffusé hier dans J+1. Pourquoi il se retire? Pourquoi il arrête alors qu'il voulait continuer? Parce qu'il a échoué aux tests physiques cette saison. Vous savez, les tests physiques 2 ou 3 fois par saison. Il a échoué, donc il n'a pu arbitrer en Ligue 1. En quoi ils consistent, ces tests physiques? C'est les tests de vitesse et d'endurance. Moi, à mon époque, c'était le test de Cooper. Oui, c'est le test de Cooper. Parcourir au moins 2800 mètres. Les tests ont changé. Je crois qu'ils sont plus difficiles maintenant. Donc, malheureusement, il a échoué aux tests physiques. Donc, il a arrêté. Ils l'ont mis en Ligue 2. Et il a eu le droit d'arbitrer un dernier match cette saison. Donc, c'est des tests français ou des tests européens? Des tests européens. C'est partout pareil. Et donc, mais il a échoué très peu, paraît-il. Il lui manquait 100 mètres. Il n'est pas le seul. Stéphane Lannoy a également échoué. Saïd Njimi également.
C'est pour ça c'est rien parce qu'il du faut tout. quand même rappeler qu'il n'y a plus de limite d'âge. Ouais. Avant, à mon époque, c'était 45 ans. Maintenant, c'est à 45 ans. Vous êtes en pleine forme physique, vous réussissez vos tests, vous continuez à arbitrer. C'est pour ça que Stéphane Lanois arbitrait jusqu'à 47 ou 48 ans. C'était l'arbitre le plus âgé de la Ligue 1. Mais c'est vrai que c'est quand même émouvant de voir ça, une sortie comme ça. Et vous avez vécu ça c'est la fin d'une vie sportive, hein, un arbitre. Moi, j'ai pas eu cette chance parce que j'aurais aimé finir ma carrière à Lens, où j'avais commencé à Lens. Quelques médiocres qui étaient à la tête de l'arbitrage à l'époque n'avaient pas eu cette humanité. Et ça a été pour moi une vraie déchirure. Mais il a raison, c'est vachement émouvant. Il faut quitter l'arbitrage par la grande porte, comme l'a eu Jaffredo. Et c'est normal, parce qu'il eu égard à sa carrière, qui était un arbitre qui était très apprécié. Oui, très apprécié, Jaffredo. Il était discret, il n'en rajoutait pas, il n'était pas méprisant, il n'était pas hautain. Il passait très bien. On voit d'ailleurs toutes les marques de sympathie qu'il reçoit à la fin du match. C'est vrai, vous avez. Et c'est vrai que c'est plus facile à arrêter comme ça dans ces... Bon, mais voilà. Comme vous étiez un arbitre aimé. Oui, mais peut-être pas de ma dirigeante. Mais c'est vachement positif. C'est pas grave. C'est vachement positif pour l'arbitrage de voir ce genre de sujet et qu'on découvre un petit peu mieux les arbitres. Parce que franchement, moi, chapeau, moi j'adore les arbitres. Je trouve qu'avec ce qu'ils subissent toute l'année, comme critiques, comme insultes, comme menaces, je trouve que franchement, chapeau à eux. Alors il y a un petit côté un peu gendarme du football parce que c'est un peu ce qu'ils sont, mais le côté un petit peu dans les vestiaires, voilà, parfois ils peuvent être un peu procéduriers, un petit peu... Mais ce qui est intéressant aussi, tu vois, Francesca, on monte aussi les coulisses d'un match. Le vestiaire, le micro, c'est ça. Les arbitres qui se parlent, qui se soutiennent, le doute qui envahit des fois les arbitres à la mi-temps. Il y avait un très beau film qui avait été réalisé après l'Euro 2008, dans l'intimité des arbitres. Magnifique film où on voit des arbitres qui doutent, voilà, ils ont besoin d'être confortés par leurs collègues. Ça humanise, je crois. Les arbitres sont plutôt pour ou contre le port du micro, en effet, pour... Là, c'est pour, c'était sympa parce qu'il y a des beaux échanges. Non, c'est vachement bien la séquence où il dit allez le voir. Tentons nos questions parce que nous, on doute pas avec vous, puisque vous nous donnez des questions. Il ne faut pas qu'on doute, il faut qu'on réponde à ces questions. Voilà. Et je rappelle que la particularité, c'est que vous posez des questions qui n'arrivent jamais. Ben oui, c'est faux. Non, mais c'est faux, Pascal. Donc, c'est des cas de figure lundi dernier, qui ne sont jamais arrivés de toute l'histoire. C'est une taupe descend des tribunes. Et fait un trou devant le terrain. Se produire. Par exemple, supposons qu'il y ait une soucoupe volante. Lundi dernier, redonne à tirer le coup franc ou pas. Lundi dernier, j'ai posé 2 cas qui se sont déjà produits. Je sais. Et ce soir encore, vous allez voir. Bon. Merci de rien, évidemment. Alors, c'est lundi, et lundi désormais, parce qu'avant, jadis, vous veniez le dimanche, maintenant, vous venez le lundi. Non, mais ça tout à fait, et je reviens avec plaisir. Alors, on va voir la première question. La première question, et on peut apprendre, grâce à Bruno Derrien, jouez chez vous. Penalty. Voilà, penalty. Le tireur commet une feinte illégale. Arrête sa course, attend du plongeon du gardien, puis marque. Décision. Alors, justement... Ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Oui, mais justement, ça a changé le règlement. Parce que là, il se trouve que je le connais. Donc, j'ai pas de mérite. Voilà la réponse. C'est-à-dire que c'est sur le pas du tireur que tu n'as pas le droit de faire de faute. Mais dans la course, tu as le droit de faire... Là, en l'occurrence, au moment de frapper, il feinte. Et le gardien plonge et il tire après. Oui. Là, il refait. C'est à retirer. C'est à retirer. C'est à retirer. À retirer aussi. Il n'y a pas but pour moi, il n'y a pas but. Non, c'est à retirer. Pascal. Penalty à retirer. Avertissement. Mais il y a eu discussion parce que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que tu peux t'arrêter dans ta course. C'est compliqué à expliquer. Hein. Bah non, c'est simple. Non, mais tu peux t'arrêter dans ta course. Mais au moment de frapper. Mais c'est au moment de frapper où là, tu n'as pas le droit de faire de frappe. Et elle doit être limpide, la frappe. Tu dois pas marquer un temps d'arrêt au moment de frapper. Mais dans la course, alors c'est très compliqué. Oui, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais avant, c'était interdit. Mais jadis, effectivement, c'était pas. Moi, je préférais quand c'était interdit parce que tu peux pas normalement rater ta course. C'est pas bien. Le gardien, il attend un penalty. Normalement, tu dois faire une course fluide. Tu veux, voilà. Alors là, tu veux comme ça. Mais non, mais ça serait plus simple. Tu fais ce que tu veux. La deuxième question qui va s'afficher. Deuxième question de Bruno Derrien ce soir. Et je rappelle que vous pouvez gagner un réfrigérateur. Penalty. Le joueur tire avant le signal de l'arbitre décision. Le signal. Non, mais là, ils sont trop simples vos questions. C'est des coups de sifflet. Mais t'as pas le droit. Voilà, c'est à retirer. Effectivement, c'est plus des questions. Qu'est-ce que c'est quoi la réponse? Sachant que ça peut se produire sur coup franc, je vais dire. Mais non, mais si c'est pas qu'il n'a pas sifflé. À retirer. C'est quoi la réponse? Il n'y a pas but. Et on reprend comment le jeu? Il y a penalty. Penalty à retirer. À retirer. 6 mètres? Non, penalty à retirer. Non, pas 6 mètres. Tu ne peux pas sanctionner à ce point. Parce qu'il a oublié un coup de... Il faut écouter. C'est attendre le coup de sifflet quand même un peu de Non, mais arrêtez, t'es pas censé. Tu vas pas donner 6 mètres. Alors, je ne vous connaissais pas, c'est anarchiste. Il y a 2 coups de sifflet obligatoires au football. Le coup d'envoi
Et le pénalty. Voilà. Bravo. Et ben moi il y a un coup de chapeau obligatoire, c'est pour vous. Merci, merci monsieur l'arbitre. Bruno Derrière, vous avez donc, pour ceux qui ont répondu et qui nous enverront leurs réponses via Internet, ils ont gagné une semaine avec vous aux Caraïbes. Un maillot. Avec comme seule tenue. Non, un maillot. Un maillot. Ça collectionne Un maillot. Moi je vais jouer alors. Un maillot, un t-shirt de la Poste. Merci à tous. Galzi, manquez pas ce soir Finkielkraut ce soir contre Onfray. Chez Olivier Galzi, c'est vraiment très important et ça va être très remarquable. Deux grands intellectuels, c'est un peu comme nous autour de cette table, mais là c'est dans un autre domaine. Loïc Roosevelt, il fait beau, magnifique. Donc dans quelques instants, il va faire 30 degrés à Paris. Oh là là. Là, il va faire chaud. Et l'info se poursuit sur CNews. C'est pas 10 millions, c'est pas 20 millions, c'est 200 millions par an que tu mets comme ça. Donc bon. C'est plus 650 voilà, au total. Alors évidemment, dans le lot, il y avait de temps en temps, tu as des bons joueurs et tant mieux. Mais tu as surtout beaucoup d'échecs. Hein. Oui, c'est ça qui est frappant. Bon, le classement de la première ligue anglaise. Avec le leader Chelsea, le vainqueur de cette première ligue, c'est donc Chelsea, le renouveau avec Antonio Conte. Est privé de Ligue des champions cette saison. Tottenham assuré d'être le dauphin depuis quelques journées déjà. Et donc c'était la bataille entre City, Liverpool et Arsenal pour les deux dernières places qualificatives pour la Ligue des champions. Ce sera donc Manchester City et Liverpool. Arsenal en Europa League. Manchester pourrait jouer la Ligue des Champions si Manchester remporte l'Europa League, la finale dans 8 jours face à l'Ajax Amsterdam. Dans le reste du classement, relégué Hull City, Middlesbrough et Sunderland. Également, la question du jour, les meilleurs buteurs d'Angleterre. Qui est-il ? Meilleur buteur d'Angleterre, Bruno Derrien. Anglais. Où joue-t-il ? Francesco Antonetti. Kane, c'est bien dit, avec l'accent. Kane qui a signé Harry Kane qui a signé un triplé lors de la victoire 7-1 de Tottenham lors de cette dernière journée. 29 buts Harry Kane devant Lukaku, le joueur d'Everton, et Alexis Sanchez. Bon, bah écoutez. Ce sera pas mal l'Europa League la saison prochaine. L'Europa League, ça va être très bien la saison prochaine. Tu me disais les clubs que donc Arsenal, Manchester, possiblement. Voilà. Le Milan AC, la Lazio, Lyon, Marseille. Vous vous rendez compte, l'année prochaine, l'Europa League, ça va être énorme. Bah, c'est vrai, si ça reste sur du gratuit, c'est pas mal. Ça serait bien. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur tous les championnats étrangers. Ils sont tous terminés, sauf un, puisque le championnat italien se poursuit. La Ligue 1 ça a également fermé ses portes ce week-end avec un suspense total qui va se prolonger via un match de barrage avec Troyes qui recevra Lorient, c'est jeudi pour le match aller. Et Lorient recevra Troyes, c'est dimanche au Moustoir, match retour. Avantage a priori à Lorient quand même, qui a un effectif de Ligue 1 face à Troyes, où on retrouvera Benjamin Nivet, qui est toujours un des meilleurs joueurs de présent. Ligue 2. Un des meilleurs joueurs de Ligue 2. On va s'intéresser forcément à Monaco, puisque Monaco a célébré son titre. Monaco était au Palais, chez Son Altesse Sérénissime le Prince Albert, et c'est quand même la classe quand t'es champion. Voilà, quand t'es champion monégasque, t'es reçu au Palais. C'est pas la foire à neuneux. C'est vraiment, tu vois, t'ouvres les portes et c'est quelque chose. Vous voyez donc ces célébrations avec tous les joueurs de l'AS Monaco. Comme tout champion qui se respecte, les Monégasques ont fêté leur titre dans un bus à Impérial. Mais celui-ci n'a pas fendu une foule de supporters en délire. On est à Monaco, les joueurs se rendent au palais du Prince Albert. De savoir que le Prince récompense notre travail, on est vraiment fiers et on lui en est vraiment très reconnaissant. Vous qui êtes quelqu'un de mesuré, de pondéré, d'étonnamment mature, vous mesurez le moment solennel que vous vivez aujourd'hui? Bah bien sûr, parce que je pense que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de rentrer au palais, donc je vais avoir les yeux et les oreilles grandes ouvertes. Espiègle, Kylian Mbappé, incontestablement la nouvelle star monégasque. On le connaissait chez les jeunes, on savait qu'il allait exploser, mais aussi vite et aussi déjà grand, pour nous c'est super quoi. Après avoir rendu visite au Prince, on a salué les supporters, enfin récompensés 17 ans après le dernier titre. En fait on l'attendait depuis vraiment super longtemps ce titre et on est très content, il arrive enfin. En plus on a une super fête rien que pour nous, on a 50 Cent, on a tous les joueurs sur scène, c'était vraiment super top, super bien. Car si l'on est venu admirer les champions de France, on s'est aussi rendu à un concert. Le rappeur américain 50 Cent a clôturé la journée.
Bon, on a à peu près tout dit sur l'AS Monaco depuis 15 jours. Je vois pas ce qu'on peut dire de plus. Sinon, qu'il faut souhaiter que l'effectif reste en place. Mais c'est un doux vœu. Ça, c'est quoi? C'est 50 Cent. Vous connaissiez? Ah bah très bien. Évidemment. 50 Cent. Après Booba, 50 Cent. Vous découvrez du coup le hip-hop. Mais c'était bien ce décalage entre le palais monégasque et 50 Cent. Bon, moi, je suis un peu... je pense que c'est Mais vous connaissiez, vous, 50 Cent? Oui, mais c'est un rappeur qui est un peu sur le retour. C'est-à-dire que là, il va un peu... où Parce on qu'il y a lui des propose un rappeurs billet. sur le retour. Bah oui, quand on vend plus de disques et qu'on en fait plus depuis longtemps. Parce que 50 Cent, il chante depuis longtemps? Ah oui, ça il y a 10 ans, il y a 10 ans. Ça fait des années, il a fait énormément de gros Cette chanson, succès. là, c'est de 2003. C'est son tube. C'est son tube. Mais moi, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes. C'est normal ou pas? Tendez l'oreille. Là, vous me mettez autrement, je mettez veux le dire, dans sa sonotone, Benz, j'ai l'impression que c'est les mêmes chansons. C'est le tonton du dimanche, tu sais c'est le tonton du dimanche. C'est quoi cette musique de Zouzou? C'est ça en fait. Mais attends, c'est très bien, c'est bien. j'ai dit que je reconnais peu la mélodie. Mais bon. 50 Cent. Non mais c'était un bel effort en tout cas de rocker tout ça. Donc il est de retour alors. Non, il est de retour. Non, à mon avis, il était à Cannes et c'était rapide de le faire venir. Voilà, il est venu. Bon, Monaco. Très beau champion. Exact. Très beau. Sobre, Bruno, mais efficace. Que dire de plus? Voilà. Clair, rien. C'est pourquoi. Non, il faut souhaiter simplement que Monaco garde son effectif. C'est ça Cette grande soirée, ce concert avait quand même 3500 personnes. Oui. Avaient le droit d'y aller uniquement les abonnés du stade Louis II et les résidents monégasques. On fait ça en famille. Hein. Oui, c'est pas nombreux. 3500 personnes. Heureusement que c'est pas les abonnés du Vélodrome ou de Lyon parce que ça sera pas rentré. On n'aura pas pu rentrer tout le monde. Mais oui. C'est génial. 3500 personnes, il y avait tous les abonnés. Non, mais c'est bien. Je trouve que la AS Monaco, c'est cool. C'est penser à ses abonnés. Vous aimiez arbitrer à Monaco? Oui. Oui, vous étiez. Bah, il était pas dérangé, il se faisait pas insulter, on disait pas au Ce stade, il me réussissait. Ah bon? Des stades comme ça, on passe des fois à travers. Là-bas, j'ai jamais raté un match. C'est pas vrai. Ah oui, effectivement, c'était. Et quels étaient les stades où vous êtes vraiment. Quels étaient les stades où vous n'étiez pas bon? Je pense qu'au Parc des Princes, je pense qu'à Bordeaux, j'ai eu quelques souvenirs difficiles. Ah ouais. À l'Escure. Dit-il la voix tremblotante. C'était un beau stade d'ailleurs, je trouve. Ouais. Et donc là, quand vous voyez Bordeaux, vous disiez. Bordeaux, non, ça marche. C'est comme ça, les stades. C'est-à-dire que la petite enveloppe n'était pas assez importante. Elle était plus importante à Monaco, celle qu'on vous donnait avant les matchs. À Monaco, on avait, comme dans tous les clubs français, un casino. On avait un cadeau. Un casse-dingue. Non, on avait un maillot. Un maillot qui était mis sur la table du vestiaire avant les matchs. Et c'est partout pareil. Comme partout. Hein. Floqué. Floqué d'un nom d'un joueur. Et dans le maillot, faut les ramener. Une petite prime. Mais après match. Je me souviens, moi, quand Le Mans jouait en Ligue 1, on avait des rillettes. Vaut mieux aller à Lyon, au départ, il y a une quinzaine d'années, on avait un drap de bain. Ah oui, il a trouvé le moyen de s'embrouiller. À Marseille, on avait un pins. Un pins et un petit ballon, vous voyez. Bon, c'était. Et à Lorient, c'était des crêpes. Non, c'était du cinnamon. De la vie joyeuse des arbitres français. Bon, j'ai une collection de pins, je vous dis pas. Est-ce que vous les avez gardés? Non, oui, mais ça, j'ai une boîte à la. Vous avez j'ai gardé les maillots qu'on m'a offerts. Et ils sont où? Vous les portez? Non, jamais. Non. Dans une armoire. Vous pourriez nous les apporter. Faut les faire gaffe, faut les montrer. Vous avez Jacques Vendroux qui fait ça. Mais non, mais faut les donner. J'ai des maillots qu'il n'a pas. Eh ben voilà, c'est pour ça. Justement, vous avez combien de maillots dans votre armoire? Aujourd'hui, je sais pas, une cinquantaine. Oh là là, faut les ramener. Ça serait l'occasion de dire merci de rien. Franchement, profiter quand même un peu. Bien sûr, parce que qu'est-ce qu'il faut les offrir un jour pour une loterie dans un club. Bah oui, pour ma loterie à moi, la loterie de Raymond. La loterie de Raymond, ça se passera le dimanche. Non, mais j'ai gardé par contre des trophées que j'ai. Ah, vous avez eu des trophées aussi? Et quand vous arbitrez une finale à la Coupe de France, vous avez une coupe miniature comme les joueurs qui ont gagné la coupe. Ils ont tous une petite. J'en ai deux. Moi aussi, j'en ai aussi. On doit parler de toutes nos collections là. Voilà ce que j'ai gardé uniquement et qui sont sur ma vitrine. Vous avez une vitrine chez vous? Enfin, de mes trophées. Ah bon? Coup de gueule, madame, messieurs. Coup de gueule, jingle. Elle n'est pas contente et elle va le dire, puisque Bastia est en Ligue 2. Oui, Bastia est en Ligue 2. Et surtout, il n'y a plus de représentant corse. Et ça, alors moi, j'ai le droit de donner mon avis, je suis triste. Je trouve que c'est dommage parce que la Corse, c'est une couleur dans ce championnat de France. En plus, c'est une terre de football absolument incroyable. Il suffit d'aller, je le dis à chaque fois, en Corse pour voir Corse Matin. Tu as 5 ou 6 pages sur tous les clubs corse tous les jours. Donc c'est triste de ne plus avoir de
Vous pensez à vos vacances d'été et moi je suis abîmée. Ça n'a rien à voir. Il n'y retourne plus depuis C'est juste la petite nuance. Je ne vais plus dans mes vacances d'été. Je suis jamais allé en vacances d'été en Corse, Francesca. Ah bon, d'accord. Alors, autant pour moi. C'est pas vous que j'ai vu passer comme ça avec un costard clair. Non, mais c'est pas moi. Je vais jamais aller. Je vais dans l'Ouest. Mais jamais. Bon. Pardon. Pourquoi un coup de gueule? Alors pourquoi ça m'énerve? C'est parce que ce matin, évidemment, je lis dans l'équipe, et puis je savais que demain passait l'appel de Bastia, puisque vous savez que Bastia a fait appel concernant les 3 points qui ont été donnés à Lyon, rapport aux incidents qui avaient eu lieu pendant le Bastia-Lyon. Il désamorce parce qu'il n'est pas habité de passion triste et il est plus joueur. Parce qu'il est passé de génie à professeur, et c'est ce qui est le plus dur quand tu es un génie, c'est de savoir transmettre tout ton talent. C'est un peu D'ailleurs, vous avez du mal à nous transmettre tout votre génie. Parfois, vous bien sûr. Même moi, j'ai du mal à me le transmettre à moi, mon génie. Donc, mais il a appris très vite. Il a été 2 ans l'adjoint d'Ancelotti. Oui, mais t'apprends pas quand t'es Zidane, vous voyez. C'est ça qui est. T'apprends tous les jours. Du Real et en 2 ans champion d'Europe. Bon, un petit portrait de Zidane. Il est signé de Romain Arendt. El día más feliz de mi vida. Comme Leonardo Jardim ou Antonio Conte ces derniers jours, Zinedine Zidane a été célébré par ses joueurs en pleine conférence de presse après le gain du championnat. Au terme d'un superbe mano à mano avec le Barça, le Real de Zizou a donc conquis son 33e titre de champion d'Espagne, un trophée qui fuyait les merengues depuis 2012. Ce succès porte la marque de l'ancien numéro 10 des Bleus qui a su surfer sur la dynamique créée par la victoire en Ligue des Champions en 2016. Après seulement 18 mois à la tête de la Maison Blanche, Zidane marque les esprits et s'impose comme l'un des meilleurs entraîneurs actuels. Il a presque tout gagné, sauf la Coupe du Roi qu'il ne gagnera pas cette année. C'est exceptionnel, oui. Puis bon, beaucoup de gens disaient il n'a pas le charisme, il ne va pas y arriver. C'est pas parce qu'il s'est appelé Zidane. Bon, ben apparemment, il suffit de s'appeler Zidane pour se faire un palmarès, mais c'est inégalable, c'est inégalé. Ouais. Je pense qu'il n'y a aucun entraîneur qui, au bout de 17 mois, a gagné déjà une Ligue des Champions. Si le Real de Zizou n'a pas de style aussi reconnaissable que les équipes d'un Pep Guardiola ou d'un Arrigo Sacchi en son temps, le Marseillais a marqué de son empreinte les succès du Real. Loué pour son management et sa capacité à tenir son vestiaire en gérant les égos des stars, Zidane fait l'unanimité auprès de ses joueurs, qui l'a conduit à une série de 40 matchs sans défaite. Le 3 juin à Cardiff, le Real aura l'occasion face à la Juventus de soulever une 2e Ligue des Champions consécutive. Opposé à l'un de ses anciens clubs, Zidane confirmerait en cas de victoire qu'il est en train de devenir un technicien aussi brillant que le joueur qu'il était. Ce qui est fou, c'est la sérénité en plus qu'il dégage sur le terrain, en dehors du terrain. Lorsqu'il se promenait, on a vu des images dans le bus. Lorsqu'il est en conférence de presse. C'est très rare de le voir de maîtrise. C'est très rare de le voir aussi joyeux et en effet sur la saison, on l'a vu calmer les esprits et avoir cette capacité, ça rejoint à imprimer un côté zen au club. Sur la maîtrise, à l'inverse de Mourinho qui il a était beaucoup complètement changé sur la maîtrise parce qu'en tant que joueur, il y a eu des matchs où justement il s'est pas maîtrisé, ça nous a coûté très cher. Mais peut-être qu'il a appris d'ailleurs dans son je pense que c'est ça, dans son management, il se maîtrise et moi souvenez-vous quand Ronaldo lui dit je veux pas sortir, il s'énerve pas, il en prend un autre au hasard, il prend Kroos, international allemand, il dit viens, sors, il veut pas sortir, toi sors. Et je trouve ça bien dans la maîtrise, moi je trouve ça qu'il y a beaucoup de progrès. On en discutait tout à l'heure avec Thibaut, justement on pense que c'est l'anti-Emery. Enfin, il y a quand même un truc. Non, mais justement, peut-être qu'il ne voulait pas que je dévoile ça. Non, mais quand même, il faut penser. Le PSG, voilà ce qu'il doit faire. Prendre Zidane. Voilà. Bah oui, non, mais ça, c'est évident. Plutôt qu'à Arsène Wenger, c'est évident. Ça coûte un peu de pourboire, à mon avis. Pour débaucher Zidane, ça doit coûter un peu de pourboire. Mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Vous voyez, là aussi, c'est des choix. C'est-à-dire que Zidane y était libre il y a 2 ans. Il y a 3 ans. Vous pouviez le prendre et faire un pari. Un pari qui n'en était pas forcément un, d'ailleurs. Mais bon. Prendre Arsène Wenger, ce serait aussi un pari, sachant qu'il est quand même en difficulté. Enfin, bon, c'est pas la question, mais pour vous dire qu'Emery, pour le coup, sur le banc, il est très nerveux. Il n'a jamais réussi à garder tous ses joueurs en alerte parce qu'il n'a pas su faire tourner. Donc voilà le contre-exemple. Bon, le programme de la Liga, vous vouliez nous en parler? Mais c'est fini, quoi. Les derniers résultats de cette dernière journée de championnat, en effet, avec notamment les cartons du FC Séville ou la victoire pour bien finir de l'Atlético Madrid, où beaucoup annoncent que ça pourrait pas mal bouger à l'intersaison. Et puis, donc, les relégués, Rijon, Osasuna et Grenade, qui sont, on va voir le classement de la Liga. La 5e place revient finalement à Villarreal, la 6e à la Real Sociedad. Voilà pour ce point de fin de saison avec les Européens, les relégués, 93 ainsi que les meilleurs buteurs. Qui est meilleur buteur de la Liga, les Alors, amis?
Le Pichichi. Pichichi, oui. Bien sûr. Qui est-il, Évidemment. à votre avis? Vous avez suivi? Non. Personne. Non. Personne n'a suivi. C'est Messi. Ah voilà, quand même. C'est Léo Messi, 37 très dur. Enfin, Il y avait pas de oui, c'est piège. Messi qui est le meilleur buteur de la Liga. Avec 37 buts, Léo Messi devant Suarez, un autre Barcelonais, 29 buts. Cristiano Ronaldo s'est contenté de 25 réalisations, mais il a amené son équipe jusqu'au titre. Bon, bravo Madrid. Et donc, ça ne fait que commencer pour la récolte des titres, puisque vous avez un pronostic, vous d'ailleurs, entre le Real et la Juve, qui est programmé, qui est sur Canal+, sur C8 hein, d'ailleurs. C8. Et ce sera non pas ce samedi-là, mais l'autre samedi. Je vois le Real gagner 1-0. Le 3 juin. Le Real, vous voyez le Real? Moi, pareil, le Real. Real. Moi aussi. Real. Le Real. Zidane connaît Je vais trop vous dire la Juve. Juventus. alors. Non, c'est curieux, moi je vois la Juve, mais bon. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur Zinedine Zidane, et vraiment salut. En plus, ça nous fait plaisir parce que c'est positif. C'est un Français qui gagne à Madrid, donc c'est formidable. La Juventus, 6e titre consécutif, même si le championnat n'est pas terminé. Il reste une journée de championnat en Serie A, et tout comme le Real Madrid, c'est le 33e titre de champion pour la Juve, la Juventus Turin qui rencontre. Ah ça c'est marrant, 33 comme... également, la même Ah oui, c'est histoire. Légende à la une de la Gazzetta dello Sport, la Juve écrase la Serie A, 6e titre consécutif, une saison fabuleuse pour les joueurs de Massimiliano Allegri qui rencontrait l'équipe de Crotone qui va descendre en Série B, une victoire 3-0, la joie des noirs et blancs de la vieille dame avec Gonzalo Higuaín, Mandzukic, une attaque de feu, une défense de fer que l'on verra qui sera à rude épreuve face au Real Madrid en finale de la Ligue des Champions. La joie dans le Juventus Stadium et cette victoire 3-0, tout avait parfaitement bien démarré. Mandzukic ouvre la marque, 12e minute de jeu, avant que Paulo Dybala, l'Argentin, ne double la mise magnifique sur coup franc. Et puis c'est Alexandro. Le coup franc de Dybala est exceptionnel. Magnifique toucher de balle, et c'est Alexandro à la 83e minute qui donne le 3-0. Dans les autres résultats de Serie A, il y a eu la victoire de... Il y a Buffon qui court. Ah, Buffon court, saluons-le. Il y a eu la victoire notamment de l'Inter Milan qui était sur une série très compliquée et qui va rater l'Europe une nouvelle fois, alors que les Milanais visaient plutôt la Ligue des Champions. Ils n'auront non plus l'Europa League. Juve, Roma, Naples, voilà le trio de tête. Et puis le Milan AC qui arrache in extremis une place en Europa League. La Lazio, l'Atalanta, 4e et 5e. C'est peut-être l'équipe championne d'un grand championnat qui a le plus gardé son ADN de toujours, la Juventus Turin, Raymond Abou. Parfois, le Bayern a forcément évolué, les équipes anglaises ont vraiment beaucoup évolué. En France, ils ont une traversée du désert, on n'entendait plus parler d'eux, et là ils reviennent vachement bien, et c'est 6e titre, c'est ça là qui... 6e titre d'affilée, on est content de les voir à ce niveau-là, et moi je suis content pour Buffon, j'adore Buffon. C'est un championnat qui est un petit peu déséquilibré quand même, parce que la Juve n'a pas d'adversaire, alors que le Real a un adversaire en France. Il y a quand même la Roma, il y a quand même Naples qui aussi joue bien. La Rome, ça a été presque un duel comme ça dans les dernières journée. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que l'Inter Milan, je crois qu'il y a presque 30 points d'écart avec les équipes du haut de tableau. En 2010, l'Inter Milan jouait la finale de la Ligue des Champions. Oui, bien sûr. Elle a gagné. Donc en 7 ans, il s'est passé l'effondrement total. Je veux dire, l'effondrement du foot italien, l'effondrement des clubs italiens, pas de la Juve, parce que la Juve est en finale. Mais c'est un des faits marquants, mais là aussi, c'est pour des raisons purement économiques. Je vous rappelle quand même que Berlusconi a vendu aux Chinois l'AC Milan. Je pense que forcément, quand tu te bats moins dans ton propre championnat, tu es peut-être plus serein ensuite pour aborder les échéances européennes, et ça doit aussi aider Massimiliano Allegri à travailler avec son groupe, parce que c'est aussi ce qui était reproché au PSG, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez d'affrontements en Ligue 1, et donc on leur disait parce qu'il n'y a pas tant d'écart au classement, et ils ont dû se battre aussi, puisque au classement il y a 4 points d'écart entre le premier et le deuxième, et après 5 points avec le troisième. Je suis pas d'accord, et je pense qu'ils ont dû se battre aussi. Ce qui me choque là quand je vois ça, c'est moi l'Italie, c'est le foot quand j'étais petit dans les années 90. Je vois l'AC Milan 6e et l'Inter 7e, pas de Coupe d'Europe ni pour le Milan ni pour l'Inter. C'est ça qui est choquant quand même. C'est là que tu te dis que le foot italien est malade, parce qu'en 90, où il fallait aller, c'était pas en Angleterre ni en Allemagne, c'était en Italie. Quand la France 98, les joueurs ils étaient en Italie, ils n'étaient pas en Angleterre ou ailleurs. Alors, vous nous avez posé une question pour l'Europa League. Milan est qualifié en 6e. Vous nous avez posé une question tout à l'heure, qui est le meilleur buteur espagnol, et c'est Messi qui l'est, je le rappelle. C'est vrai que Messi n'avait pas été meilleur buteur de la Liga depuis 4 ans quand même. Hein. C'est pas étonnant, mais c'est comme ça. Et là, quel est le meilleur buteur italien? C'est votre question. C'est un homme
C'est un homme que certains osaient annoncer à l'OM. Et d'ailleurs qui a encore été annoncé, enfin hier en tout cas, Habib Beye a évoqué une possibilité dont on a tous parlé beaucoup. Donc du coup, Bastia, qui a fini logiquement sa saison samedi soir comme tout le monde, a décidé de ne pas partir en vacances. Ils continuent l'entraînement et ils attendent le résultat de l'appel qui va être donné demain après-midi. Et si ça ne marche pas cet appel, Bastia pourrait encore faire appel au CNOSF et ensuite au tribunal administratif. C'est-à-dire que les dirigeants bastiais ont décidé tout d'un coup qu'il fallait absolument se battre, être très procédurier pour arriver, si ce n'est pas récupérer les 3 points, à au moins récupérer des dommages, de l'argent pour le club. Alors moi, je suis ravie qu'ils fassent ça maintenant, mais j'ai envie de leur dire, mais les gars, messieurs, les dirigeants bastiais, mes 9 petits personnages, il y avait les 7 nains, il y a les 9 bras cassés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je me demande où est-ce qu'ils étaient au mercato quand ils n'ont rien fait pour le club. C'est-à-dire qu'on leur a demandé de recruter des joueurs. Ils devaient se faire prêter par exemple un joueur qui était au FC Porto. Eh bien vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont omis d'envoyer le fax. Voilà, à un quart d'heure près, on n'a pas eu de joueur, voilà, qui devait arriver, prêté du FC Porto. Voilà, pour vous montrer un petit peu l'amateurisme de ces dirigeants bastiais. Et pour vous dire à quel point il y a une cassure entre les supporters bastiais et les dirigeants. Donc, à un moment donné, moi, quand je lis ça ce matin, bon, je suis, les bras m'en tombent. C'est un fiasco total. Et là, on va jusqu'au bout du fiasco. C'est-à-dire que, évidemment, ne vous méprenez pas, j'ai très envie qu'il soit. J'adorerais que demain, en décision d'appel, on récupère les 3 points. Est-ce que les Lyonnais sont partis en vacances ? Bien sûr que oui. C'est ça qui est drôle. C'est-à-dire qu'il faudrait les rappeler pour leur dire les gars, venez, on va jouer le match. Et en plus, ça ferait passer Bastia devant Lorient qui est barragiste. Voilà. Non, mais c'est complètement. On marche sur la tête. C'est l'utopie, ça. Francesca Antoniotti est donc devenue. Francesca Antoniotti est donc devenue ce soir la Vénus de Milo. D'accord. Waouh. Puisque les bras lui en tombaient également. Bastia y croit encore, mais en fait, effectivement, il y a peu de chance. Si quelqu'un d'autre, vous êtes bastiaise, hein, oui, bien sûr. Si quelqu'un d'autre disait ce que vous venez de dire, vrai, hein, je parle d'un journaliste uniquement, disait ce que vous venez de dire, les réseaux sociaux seraient inondés le téléphone explose. De messages sur le thème vous n'aimez pas la Corse, vous détestez la Corse, vous êtes anti-Corse, etc. Je suis content que ce soit une jeune femme née. Vous êtes née à Bastia ou vous êtes née à Paris? Je suis née à Bastia. Enfin, c'est pas le problème. Mais si, mais c'est important de savoir que vous êtes bastiaise. C'est pas la question parce que le problème, c'est pas. Si vous voulez, l'opinion publique est assez d'accord avec moi pour dire que les dirigeants bastiais. Non, mais je vous le dis parce que. La Eva Perron de la Corse. C'est pas du tout la Vénus de Milo. Dom compris. C'est le contraire, c'est moi qui suis d'accord avec l'opinion publique. C'est-à-dire que tous les supporters bastiais ont le même son de cloche. C'est qu'à un moment donné, ils en ont marre de ces dirigeants. On va marquer une page de but. Vous pourriez le dire vous auriez pu le dire en corse, ça, en langue corse ou pas? Non, mais ça va pas, mais enfin, on n'est pas là. Et votre père, Frédéric Antoniotti, il va reprendre le club ou pas? J'aimerais bien, papa, si tu Bon, une dernière chose. Non, mais vous avez été convaincante. Elle est touchée pour de vrai en plus, parce qu'elle en parle en loge. Elle nous saoule au maquillage avec ça. Une dernière chose avec Marcelo Bielsa qui est arrivé. Oui. On va pas faire vite fait sur Marcelo Bielsa. Moi, j'ai besoin de temps. Non, c'est un teasing, je pense. Ah bon, c'est la pub, non? Un teasing du tout. On parle de Marcelo Bielsa. En mode coup de gueule, hein, ça y est. Non, on va faire sans doute un spécial Marcelo Bielsa, sans doute mercredi. On va essayer de décoder. Marcelo Bielsa sera là, à votre place. Non, il sera pas là. Alors moi, je vais être là mercredi. Oui, il nous a pas encore dit non. La prise de fonction de Marcelo Bielsa. Regardez, Marcelo. Toujours sobre. Marcelo Bielsa. C'était aujourd'hui. Oui, c'était aujourd'hui. Pas de faux bond de dernière minute, en tout cas. Il est arrivé pour prendre la place de Franck Passy. Ils ont longuement discuté au domaine de Luchin. Présentation officielle devant la presse ce mardi après-midi pour Marcelo Bielsa. Alors, Bastia sous l'œil qui dit encore un coup de gueule de Francesca contre les dirigeants qui ne sont plus que 7, en fait, parce que vous en avez déjà décobé 2. Et Bastia sous l'œil qui rajoute, elle a 1000 fois raison, les dirigeants actuels sont des amateurs. Bon, c'est un peu dur. Ils sont pas méchants, hein, d'ailleurs. C'est des gens qui sont charmants. Enfin, le problème, c'est pas ça. C'est que je pense que je suis plus touché par la relégation. On a compris. Bon, un petit dab, Pascal dit Bouga 56. Ouais. Faites-le. Non. Bon, voilà, déhanchez-vous sur 50 Cent. Non plus. C'est beau. Bon, on va marquer. Alors, Bruno Derrien, vous êtes un peu décoiffé là, pour en parler. Un petit peu, donc vous allez vous recoiffer parce qu'il va avoir. Il va apprécier la coiffeuse du premier étage. Non, mais attendez. Vous aussi, un peu d'ailleurs. Bah, on est tous un peu décoiffés après que c'est le coup de gueule de Francesca. On est un poil décoiffé, forcément. Ça sera. Vous avez des questions ce soir?
J'en ai 2. Écoutez, ça sera... On est content pour vous, Bruno. Je crois qu'on va parler de M. Jaffredo aussi, de la carrière de quelques arbitres. Bien sûr, M. Jaffredo. Il y a 3 qui ont arrêté leur carrière. Qui a arrêté? Jaffredo, Njimi et Lanois. Lanois, j'aimais beaucoup. Moi, j'aimais bien Jaffredo, j'aimais assez bien Njimi, et je trouve Njimi, c'est pas un mauvais arbitre. Non? Oui, non, bah vous les détestez. De toute façon, qu'il l'aime pas du tout. Non, mais il les déteste. Pas du tout. Mais vous détestez entre vous, je le dis chaque lundi. Et entre les Lanois était très bien. On s'aime. Pas le sentiment. Bah, vous avez tort. C'est l'amour. La publicité, à tout de suite. C'est 20h foot, c'est la deuxième mi-temps avec Thibaut Vézérien, avec Francesca Antoniotti ce soir, avec Raymond Abou et avec notre ami qui est là pour nous parler, Bruno Derrien, des questions dans une minute. Mais hommage aux arbitres puisque Lionel Jaffredo a quitté l'arbitrage professionnel. C'était sa retraite. Vous voyez le sujet qui arrive à l'instant et nous parlerons ensuite de la retraite des arbitres. Nicolas Nidaven. Il n'a jamais laissé le sifflet retomber durant 31 longues années. Tout ce temps, il y en a eu des timides, des humides, des litigieux et des joyeux. Il y en a surtout eu un premier, et hier soir, un dernier coup de sifflet. On retrace rapidement un peu ce qui s'est passé. Déjà, on se dit que c'était long parce que ça fait 31 ans que j'ai commencé l'arbitrage et en même temps, on se dit que ça y est, c'est le dernier. Ça a été des super moments, d'excellents moments. Regardez ce midi, ça devait être la 193e fois en Ligue 1 que je fais un trajet comme ça pour aller au stade. À travers la vitre, les souvenirs s'immiscent dans le paysage. Certains sont heureux, comme ce jour d'août 2006. Il s'appelle Lionel Jaffredo, il n'a que 36 ans, c'est son tout premier match en Ligue 1. On distingue aussi des rencontres prestigieuses, comme lorsque Lille devient champion de France à son coup de sifflet final, en 2008. Et puis il y a la tristesse des sales soirées comme en 2015, lorsque la fureur d'Ibrahimovic s'abattit. Mais canaliser l'émotion d'une dernière est un défi permanent. Durant 90 minutes, il va lui falloir la dompter dans un match dépourvu d'enjeux sportifs. Allez. Bon match. C'est pas les miens. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais. Le naturel revient vite à la charge. Sur la pelouse angevine, le style Jaffredo mêlé d'écoute et de fermeté refait surface. Juste que je préfère que vous veniez le voir. Je préfère que vous veniez le voir, c'est tout. Ça marche. Merci les gars. Allez, c'est bon. Non, venez, oui, vous c'est passé. Venez. Ah, vous n'avez pas un but, vous étiez plutôt dans l'action de progression. Action de but quand même, parce qu'il n'est pas en but. Il n'était pas trop action de but. Ok, c'est pour ça. Non, mais qu'ils arrêtent de tirer, ça marche. Et moi déjà, j'aimerais bien aussi. Ah, c'est bon les gars, c'est bon. On est dedans les gars. Ça joue, ouais, c'est intéressant. Après les 2 cartons, on n'a pas le choix. Allez. La dernière ligne droite. Allez. D'accord, Jean. Allez, mon gars. Dans 45 minutes, tout sera terminé. Alors Lionel Jaffredo va savourer chaque instant. 10 minutes, les gars, 10 minutes. Allez. Dans cette rencontre, il manquait encore les buts. Sur sa pelouse, le SCO va en inscrire 2 presque coup sur coup. À la 82e minute d'abord, puis à la 88e minute, enfin. Mais l'essentiel est ailleurs. En un instant, Lionel Jaffredo bascule dans l'après. Par pudeur, sans doute, il se retient de ses dérapages. De Dzeko rumeur à Marseille. pour un joueur qui paraît au-dessus du lot quand même. Higuain. Non, Dzeko. Dzeko, le meilleur buteur annoncé du côté de l'OM. Combien de buts? Ce serait bien pour Marseille en tout cas. Ouais. 28 buts avec la Roma. Juste derrière, c'est Dries Mertens, le attaquant de poche de recasé attaquant, lui qui était plus. Higuain est à 24 buts.
Et il reste une journée. Bon. Et il y a eu un fait marquant quand même en Italie. Voilà ce qu'on pouvait dire. Il y a eu un fait marquant quand même en Italie. On est obligé de le mentionner. Qu'est-ce qu'il y a eu? Vous savez que les supporters de la Lazio détestent les supporters de la Roma, PSG-OM. Bien sûr. Qu'ont-ils fait le week-end dernier lors de leur dernier match à domicile, une défaite face à l'Inter Milan? Ils ont brandi une banderole pour saluer Francesco Totti, 40 ans, qui termine sa carrière avec sa dernière journée, son dernier match le week-end prochain. Et regardez ce qui est écrit: les ennemis d'une vie saluent Francesco Totti, irréductible. Fantastique. C'est un peu on parle des ultras souvent négativement, on parle des supporters négativement. C'est magnifique, cette banderole dans les coursives du stade. C'est sans précédent entre deux clubs qui se détestent autant. À ce point, bon, il faut le souligner. C'est superbe, c'est comme si demain Loïc Perrin, par exemple, arrêtait sa carrière à Saint-Etienne et que les supporters lyonnais lui faisaient une belle banderole. Oui, j'ai osé cette comparaison. Oui. C'est comme si Ibra arrêtait et que les supporters de l'OM disaient bravo Ibra, c'est plus ça. Bon, on passe en revue les championnats étrangers. Nous avons vu l'Espagne, nous avons vu l'Italie et nous allons voir le traumatisme anglais, puisque pour la première fois depuis 1996, Arsène Wenger ne sera pas en Ligue des Champions la saison prochaine, mais peut-être ne sera-t-il pas du tout à Arsenal la saison prochaine. Avec d'abord, donc il fallait pour Arsenal gagner et espérer que Liverpool ne marque pas plus d'un point. Ça a duré 45 minutes, l'histoire, le suspense quand même. Il a fallu la 45e, les arrêts de jeu, pour que Wijnaldum ouvre la marque pour Liverpool et ils sont repassés devant Arsenal. Wijnaldum 1-0, puis Coutinho 2-0 après la pause. Là, c'est l'ouverture du score de Wijnaldum. Alors que pendant ce temps-là, au même moment, Arsenal menait face à Everton. Et donc, c'était Arsenal qui avait repris la 4e place qualificative. Et donc, une victoire 3-0 de Liverpool. 2-0 de Liverpool. 3-0 de Liverpool. Arsenal jouait en même temps. Arsenal a fait le boulot. Rapidement, Bellerin ouvre le score dès la 8e minute de jeu. Et dans la foulée, c'est Laurent Koscielny qui se fait exclure au quart d'heure de jeu sur cette faute. C'est rare. On écoutera l'avis de Bruno juste après, avoir montré les buts. Sauf qu'Alexis Sanchez marque à nouveau et double la mise dans la foulée, même à 10. Arsenal l'emporte 3-1 grâce à une réalisation finale de Ramsey. Il y avait carton rouge pour... Oh oui, je crois que c'est incontestable. Comment bien incontesté d'ailleurs. Incontesté, bon. Comment vous avez jugé la saison anglaise, Raymond? Je vais être honnête avec vous, la saison anglaise, je l'ai vue par petits bouts, parce que c'est sur, je sais pas si on peut le dire, voilà. Et moi, j'ai pas pris les 100 000 abonnements pour en avoir pour 10 000 euros à la fin du mois, et je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Non, mais je vous posais pas la question innocemment, et c'est vrai que c'est un souci. C'est-à-dire que beaucoup de gens aujourd'hui, mais voilà, beaucoup de gens aujourd'hui voient assez peu le football anglais, forcément, et ont un rapport. C'était souvent un des championnats préférés, au moins le week-end, puisque voilà ce qu'on a vu du championnat anglais. Très spectaculaire. Et c'est vrai qu'on l'a peut-être moins vu. On l'a vu sur les réseaux encore moins la Ligue des Champions en 2 ans. Alors. Oui, n'entrons pas dans cette conversation, mais c'est vrai que pour Arsenal, en tout cas, peut-être fin de cycle, Francesca. Oui, je dirais même 3e fin de cycle. En 10 ans, il y a eu 2 Coupes d'Angleterre pour Arsène Wenger. C'est quand même famélique. À un moment donné, il faut partir. Et il n'arrête pas de crier son amour au club. Il l'a encore dit hier soir. Des fois, quand on aime, il faut savoir partir. Et lui, je pense qu'il faut s'en aller parce que c'est ni bon pour lui, ni bon pour Arsenal. Franchement, voilà. Oui, sinon, Francesca, que des gens qui partent, j'en connais pas. Ça n'existe pas, des gens qui quittent leur fauteuil. S'il avait une très belle proposition ailleurs, et je ne le souhaite pas, Paris Saint-Germain, mais s'il a une très belle proposition ailleurs, il pourrait partir. Non, mais... Il y a plein de gens qui partent. Non, mais même dans la vie, quand la gamelle est bonne, en général, on part pas. C'est la vérité. Là, il est bien. Si la gamelle est meilleure ailleurs. Oui, mais il n'y a pas de gamelle meilleure ailleurs pour l'instant pour Wenger. Non, mais ce qui est étonnant surtout, c'est qu'on imaginait qu'il parte. Moi, j'avais cru comprendre ça, que la décision a été prise, etc. Et j'ai l'impression que c'est pas du tout le cas. J'ai l'impression qu'il va peut-être rester une année supplémentaire, Arsène Wenger. C'est assez bizarre de l'extérieur de comprendre comment ça a pu se passer en interne, comment ça se passe en interne, parce que Arsène Wenger, au final, tout le monde dresse un constat d'échec, un bilan, elle l'a dit en titre, très faible pour un club qui se veut un immense club, un grand club très riche. Et à l'arrivée, tout le monde est déçu. Et pourtant, on se dit que ça va continuer avec la même politique. Ce serait assez bizarre. Mais la communication là d'Arsène Wenger, elle est un peu effrayante. En tout cas, si j'étais supporter d'Arsenal, j'aurais très peur parce qu'il a l'air de beaucoup insister sur le fait qu'il aime le club, qu'il aimerait bien que ça se passe bien, machin. Donc moi, je pense que ça veut dire qu'il a envie de rester. Mais il n'y a pas de bonne communication quand vous perdez. C'est ça la vérité. C'est très très difficile de
Qu'est-ce que ça vous aurait été voulez je m'en vais, la bonne communication. Oui, c'est vrai. Voilà. Je suis venu Je le m'en vais. dire. Mais c'est pas à lui de partir. Si lui il est bien en tant qu'entraîneur et si son staff décide de président, si tout le monde veut le garder, il reste. Je suis venu te dire que je m'en vais. Arsène Wenger, lui, pourrait rester. Voyez le sujet de Florent Ferraud. I'm free to decide. Conférence de presse tendue pour Arsène Wenger. Arsenal ne jouera pas la Ligue des Champions la saison prochaine. La victoire face à Everton n'a pas suffi. Conséquence, une absence dans la plus grande des Coupes d'Europe. Une première depuis 1996. It's very sad because for 20 years we were in it, and the first year we will not be in it. It's very strange because for 75 points we are 1 point short, and of course you can look everywhere where we did drop this point. Des points perdus, il y en a eu beaucoup trop, surtout face aux équipes du Big Four. 5 points pris sur 24 possibles et une victoire en 8 matchs. Un bilan famélique que n'avait encore jamais présenté Arsenal sous l'ère Wenger. Sur les 10 dernières années, le palmarès est mince. Seulement 2 Coupes d'Angleterre, de quoi fragiliser la situation du Français. Look, my personal situation tonight is not so important. I think I care about this club. Even if I leave one day, I will love this club until the last day of my life, and I want the club to do well, and that's all I care tonight. Is not my personal situation, it's just how well the club responds next season. De plus en plus contesté, notamment depuis sa nouvelle élimination en 8e de finale de Ligue des Champions, Wenger connaît sa plus mauvaise saison à la tête du club londonien. Seul lot de consolation, la finale de Coupe d'Angleterre qu'il faudra remporter dans 5 jours face à Chelsea. Bon, avenir de Arsène Wenger, Bruno Derrien. Ça sent le sapin, non? Ouais. Ça sent le sapin, vous dites? Vous êtes pour le dégagisme, vous. Non, mais je sais pas. Mais voilà, vous êtes là, il arrive au terme les chrysanthèmes. Non, mais il arrive au terme de son aventure, enfin, je crois. Il est peu resté qu'il ne restera, mais bon. On peut. À Paris, c'est un nom qui revient régulièrement pour le Paris Saint-Germain. Ça fait 15 ans que Arsène Wenger et Nasser El Khelaifi se connaissent. Oui. Déjà quand Nasser El Khelaifi jouait au tennis, donc oui. En effet ils sont proches, mais c'est bizarre. Non mais, enfin, Nasser El Khelaifi nous a montré une seule chose, c'est quand même que ses choix étaient quand même pas tous judicieux, qu'il avait fait quand même pas mal de boulettes. Donc si on peut ne pas écouter ce Nasser El Khelaifi, qui au demeurant est quelqu'un de charmant, et que d'ailleurs j'embrasse si jamais il me regarde, mais il faut qu'il arrête de faire des choix, et ce choix-là n'est pas judicieux. Ça n'a pas marché avec quelqu'un qui avait gagné 3 Ligue Europa, donc ça va pas marcher avec quelqu'un qui depuis 10 ans a gagné 2 Coupes d'Angleterre. On va pas rester toujours sur le passé. Et s'ils ont joué au tennis ensemble, qu'ils y retournent. Voilà. C'est surtout que s'ils ont joué il y a 15 ans, il avait 20 ans Nasser. Mais maintenant il faut arrêter, il faut mettre. S'il a mis Emery, il faut continuer dans la politique avec Emery. Il ne faut pas virer Emery comme ça. Moi, je suis pas un pro Emery. Donc là, on est sur Wenger. Donc on est sur Wenger. Moi, Wenger au PSG, pour moi, non. C'est pas. Je dis non parce que je suis pas pro Emery, mais maintenant qu'ils ont voulu Emery, faut y aller. Il faut le payer Emery si là il le vit. Oui, mais il ne vous a pas échappé que l'aspect financier n'est pas primordial. Ça dérange pas. Vous ne pouvez pas dire ça, même si un énorme je ne peux pas dire ça. Moi, je connais pas une entreprise au monde où on signe un CDI ou un CDD à un homme et 15 jours plus tard on le vire avec un chèque de 22 millions d'euros. Je veux dire que dans n'importe quelle entreprise au monde, celui qui fait ça, à mon avis, il revient pas. Non. Mais là, bon, t'es avec le Qatar, c'est particulier. Pas montrer cet amateurisme-là tous les ans. Pas tous les ans, mais bon, cette année. L'année prochaine. Voilà, entre le recrutement, moi, c'est à tous les gens qui sont sur le plateau, je dis la même chose depuis 3 semaines. Si je vous donne l'argent qu'a eu le Paris Saint-Germain depuis le début de son aventure avec le Qatar, je pense que Francesca, vous faites pas plus mal. Ouais, pas plus mal. Je suis pas sûr que tous les supporters du Paris Saint-Germain seraient vraiment ravis. Je pense qu'une partie serait contente, mais je pense que vous faites pas plus mal. Et je le dis, mais vraiment sans. Je le dis parce que je le pense. Je pense que quand tu as autant d'argent, cette année ils ont pris Krikoviak qui n'a jamais joué, ils ont pris Ben Arfa, il n'a jamais joué, Kluivert il n'a jamais joué. C'est de l'argent. Kluivert il n'a jamais joué, heureusement. C'est de l'argent que tu mets, par terre là. Tu ouvres les portes, tu jettes l'argent par la fenêtre. Et c'est pas. Bonsoir à tous, un nom à la une ce soir de 20h Foot, un nom, Zidane, et un prénom, Zinedine. Zidane est champion d'Espagne pour la première fois depuis 2012, le Real est champion d'Espagne. Bonjour Thibaut Vézérian. On va encore parler de Zidane à 15 jours de la finale de la Ligue des Champions avec Francesca Antoniotti, bonjour. Bonjour Pascal, ça va? Tout va bien? Super. Avec Raymond Abou, qui est là, c'est quoi sur la tête? On est obligé ce soir, on peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement que mettre ce pull là ce soir. Bon, et avec le bon Dieu. Et avec Bruno Derrien. Vous l'avez arbitré Zinedine Zidane, Bruno? Oui, quand il jouait à la Juve.
c'est pas possible. Et alors, ça s'était passé comme ça, non? Parce que parfois, les arbitres Zizou... Non, c'était, si mes souvenirs sont bons, c'était un match en Ukraine, à Kiev. C'était Dynamo de Kiev contre la Juve en 98. Bon. Et alors, quand on arbitre Zidane, évidemment, on fait attention quand même. Quand on est français, qu'on arbitre Zidane... Qui on arbitre comme les autres joueurs. Non. Mais si. On a un petit peu... Vous n'avez pas de cœur. Mais si vous prenez le statut des joueurs en considération quand vous arbitrez... Mais vous savez bien que... À la Juve, il n'était pas encore Zidane, le vrai Zidane. À la Juve. Vous savez bien que... Déjà, c'était quelques mois avant la Coupe du Monde. Il avait déjà une dimension. Pourquoi vous parlez pas vrai? Pourquoi vous dites pas oui quand on a Zidane ou quand on a un joueur d'exception, ne l'arbitre pas comme monsieur... Mais il faut pas. Mais c'est humain, mais parce que nous sommes tous des êtres humains. Peut-être, mais il faut pas. Je vous dis pas qu'il faut pas. Je vous dis que voilà. C'est comme ça, c'est comme un journaliste, il interroge forcément différemment Zidane d'un joueur différent, non? Mais en l'occurrence, si mes souvenirs sont bons, ce match-là, il s'était très bien comporté, il n'y avait aucun incident, ils avaient d'ailleurs gagné, qualifié pour les demi-finales. Zidane! Immense, Zinedine Zidane en tant que joueur. Les plus jeunes fans de foot, eux, ils auront d'abord l'image d'un grand entraîneur. Après la Ligue des Champions, voilà la Liga offerte par Zizou aux supporters madrilènes. Un titre au terme de sa première saison pleine. Rien que ça, la place des Cibelles était pleine hier soir. La place des Cibelles, qui est la place madrilène. Je sais pas si on voit. Ah bah non, j'ai pas le bon retour, effectivement. C'est Cannes, j'ai Cannes devant moi. C'était un peu vide aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Je le dis à Jean Lazoèche si on peut me mettre le bon retour. Le film sur Zidane a été voilà. à Cannes. Mais c'est le festival de Cannes. Je ne l'ai toujours pas, Jean. Donc voilà la fête Zizou, c'est fou. Le 33e alors ça, c'est des titre. images. Le 33 du 33e titre, avec également seulement 3 défaites en championnat cette saison. Il n'y a pas eu de lâcher de trophée comme il y a quelques années pour Ramos. La une de Marca, sur 33, qui revient encore une fois. Et la une de l'autre quotidien madrilène, AS, qui titre les Madrilènes remportent le titre contre un grand Malaga. C'est la première fois, je le répète, depuis 2012 quand même, le titre de champion d'Espagne. Victoire à Malaga. Zidane le dit, 38 journées difficiles dans le championnat, le plus difficile, avec une victoire finale pour garder 3 points d'avance sur le FC Barcelone. Cristiano Ronaldo est le premier, comme d'habitude, comme souvent, à mettre le Real sur de bons rails. Ouverture du score dès le début de la partie sur cette passe en profondeur, 1-0. Et c'est Karim Benzema qui double la mise à la 55e minute pour mieux porter le Real Madrid vers ce titre, ce 33e trophée, cette 33e Liga. Et donc, cela fait une victoire du Real devant Malaga, 2-0. Le rappeur Booba s'est d'ailleurs fendu encore d'un tweet hier soir, après en disant Campeones, c'est comment Didier Deschamps. Enfin, il est super Booba comme rappeur, mais en agent, j'aimerais bien l'avoir parce que pour le coup, non, mais vous avez parfaitement raison. Alors Booba, je le dis parce que tout le monde ne connaît pas Booba quand même. Beaucoup de gens quand même. Oui, mais tout le monde ne connaît pas Booba. Booba est un rappeur. On n'écoute pas Booba. Voilà, qui est un ami de Karim Benzema et qui a pris parti manifestement dans la polémique qui oppose Benzema à Didier Deschamps. Il a pris parti pour Didier Deschamps. Et dès qu'il Karim Benzema. Pour Karim Benzema. Mais je suis pas sûr que Karim Benzema lui en demande autant. Mais je suis bien d'accord avec vous et au contraire, il le met en difficulté. Question piège. Comment définiriez-vous, Raymond Abou, le style de l'entraîneur Zidane? Moi, le style Zidane, depuis le début, quand il a repris le Real, j'ai toujours dit qu'il y aurait des ingrédients offensifs, bien sûr, ça on le voit, et surtout la malice italienne, le Zidane à l'italienne, sur le milieu de terrain et sur sa manière de défendre et d'aborder les matchs. Moi, j'ai toujours cru qu'il ferait comme il a fait à la Juve. Et c'est intéressant parce qu'on va avoir une finale de Ligue des Champions contre la Juventus. Et je pense que Zidane, il a tout appris là-bas. Et on était beaucoup à se dire, quand il a repris le Real de Madrid, à dire c'est trop tôt, il avait les jeunes, là maintenant on lui donne l'équipe. Ah, il va se planter. Et Zidane, il se plante pas. Il a déjà là la Champions League et là maintenant il a le championnat. Donc maintenant quoi pour Zidane maintenant? Qu'est-ce qu'il faut qu'il gagne? Il a une mission accomplie et c'est extraordinaire. Mais le style Zidane, moi je dirais au-delà du système de jeu, je dirais fin psychologue, parce que c'est ce qui est le plus étonnant chez Zinedine Zidane, c'est-à-dire qu'on connaissait, on savait que c'était un génie du football. Ce qu'on savait pas, en tout cas ce sur quoi on pouvait douter, c'était sa capacité à le transmettre. C'est ça qui est hallucinant chez Zidane, parce que à l'origine c'est pas un pédagogue, enfin en tout cas on en doutait tous et il nous a tous prouvé le contraire. Et la capacité
capacité qu'il a eu à faire tourner son effectif, à garder tout le monde en alerte, ça c'est très intelligent et ça montre que justement il est très fin et qu'il a voilà, c'est vraiment un bon psychologue. Et c'est sûr que le fait d'être crédible, le fait d'être Zidane, le fait d'être respecté, c'est-à-dire que la parole qu'il a lorsqu'il parle à un joueur, c'est pas la même chose que lorsque Benitez parlait quelques mois Ces joueurs avant. de talent-là, quand ils ont envie de se mettre au service du coach, il se passe ce qui se passe. Il n'y a pas besoin voilà, c'est juste que quand Zidane, tu l'écoutes, et puis s'il te dit on joue à tel schéma, tu l'écoutes et tu as envie. Et Ronaldo qui le remercie de l'avoir, j'ai lu Ronaldo qui le remercie d'avoir laissé 4 matchs. Zidane, il a eu l'humilité, quelque chose d'incroyable, d'aller passer des diplômes, d'aller dans toute l'Europe, regarder ce qui se fait ailleurs, pour apprendre en termes de management. Vous avez parfaitement raison. Une forme d'humilité, vous avez parfaitement raison. Sauf que le seul doute que je peux avoir, mais c'est un point positif, c'est finalement, est-ce que c'est pas un entraîneur uniquement de grandes équipes, parce qu'il connaît ça par cœur, il a vécu ça, et si on lui file la Castilla ou, je sais pas, une plus petite équipe, au hasard, Guingamp, est-ce que ce serait pas plus dur pour un Zidane Toujours terrible quand c'est une équipe, parce que les gens qui nous écoutent... C'est faux, mais comprenez ce que je veux dire. Non, mais je comprends parfaitement. Et est-ce qu'il est capable d'être un meneur d'hommes pour plus petites équipes, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Oui, de toute façon, c'est pas ce qu'on lui demande. En tout cas, peut le moins. Ce qui pouvait frapper aujourd'hui, quand on lisait par exemple l'équipe... Il y a peu de chances qu'il aille à Guingamp. C'est le visage de Zinedine Zidane. On a l'impression qu'il est vraiment heureux. Moi, je l'ai quasiment jamais vu sourire autant. Ce matin, on aurait dit un nouveau-né. Mais non, il avait le visage tout fripé. Les nouveau-nés ont l'air heureux, vous. Il pleure. Vous n'avez pas eu beaucoup d'enfants, hein. Parce que les nouveau-nés... Mais non, mais il avait ce côté... on l'a jamais vu autant sourire, j'ai trouvé... Mais il y a une fée qui est arrivée sur son berceau. Et ça. Puis, Il a tout. Il y a des gens qui n'ont rien, lui, il a tout. Voilà, il est beau, il est jeune, il est talentueux, il est sympathique, il est intelligent. La précocité, on n'aurait jamais cru. Je vous regarde, Bruno, avec intérêt. Aucune réaction. Mais non, mais parce que vous allez peut-être parler. Mais j'attendais mon tour, cher ami. Mais on le prend ici, son tour. On n'attend pas. Alors, à contrario aussi, il arrive que... Où ça ? À contrario, il arrive que des fois des grands entraîneurs n'ont pas été de grands joueurs. C'est même la norme. C'est la norme. Très souvent. La norme, parce qu'en fait... Giroud, ce qu'il a réussi à Auxerre, ça n'a pas été un grand joueur. Oui, je pense aussi à... Alors ça, c'est encore inversé. Wenger, qui n'a pas été un immense joueur, ça a été un bon entraîneur. Non, je suis d'accord avec vous, mais dans l'histoire... Et on dit toujours que c'est très difficile pour un grand joueur d'être un grand entraîneur. Parce que les joueurs ne sont pas aussi bons que lui l'était lorsqu'il était sur le terrain. Donc, Platini a été un sélectionneur pas mal d'ailleurs, mais il n'a pas poursuivi dans la carrière. Maradona, franchement, ça a l'air d'être assez bordélique avec Maradona. Je le dis comme ça. Quand il fait l'entraînement, tu comprends que ça part dans tous les sens. Pelé n'a jamais été effectivement Jean-Pierre Papin, Ballon d'Or quand même. Jean-Pierre Papin. Il a entraîné que dire de Jean-Pierre Papin, on peut le mettre aussi dans. Il a tenté des choses, mais là encore, c'est bon. Et en fait, le seul, c'est Johan Cruyff. Parce que faut conceptualiser le jeu. Même si pour Zidane, ma question était un peu piège, c'est encore autre chose. Moi, je suis d'accord avec Francesca. Il y a chez lui quelque chose de l'ordre de la psychologie, du mot, de l'attitude, du comportement qu'il faut avoir avec des joueurs et d'être dans la tête de Ronaldo pour pouvoir le gérer. Là, justement, il a été très, très étonnant en fin de saison. C'est certains joueurs, et la presse l'a relayé, l'insulte en sortant à la Morata parce qu'il a peu joué cette saison ou pas assez à son goût. Oui. Et Zidane, il a la classe de dire en sortant en conférence de presse, non, mais en fait, il s'adressait pas à moi, il le protège jusqu'au bout parce qu'il se dit... raconter ça Morata, parce que je pense que tout le monde n'est pas au courant. Morata sort du terrain et d'après la presse espagnole, Alvaro Morata lui aurait dit il rôde quelque chose que vous avez très bien compris, l'espagnol, à Zidane. À Zidane. Zidane derrière, juste après, le protège en disant non, mais il ne s'adressait pas à moi. Et en fait, on comprend qu'il aurait pu être à sa place. Et ça c'est coup de tête.